Madame, monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre sur Al24 News pour ce nouveau numéro d'Hebdo Show algérien, un numéro pour lequel j'ai le plaisir d'être accompagné ce soir, comme d'habitude, de Mahdi Razal. Bonsoir Mahdi. Bonsoir Nouhed, bonsoir messieurs. Faisal Mataoui est également avec nous ce soir. Bonsoir Faisal. Bonsoir Nouhed, bonsoir à tous, sahab tarkoum. Salam Azoul, bonsoir Badis Khnissa. Salam Azoul, bonsoir et sahab tarkoum. Et puis ce soir, c'est Kamel Mansari qui se joint à l'équipe. Bonsoir Kamel. Bonsoir et sahab tarkoum. Et puis exceptionnellement, mesdames et messieurs, Nariman Zekar ne sera pas avec nous ce soir, mais elle nous rejoindra pour un prochain numéro. Au sommaire ce soir, mesdames et messieurs, l'armée nationale populaire poursuit sans relâche la lutte contre le fléau du terrorisme et élimine 7 terroristes à Tébessa. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, présente ses condoléances aux familles des 3 soldats tombés au champ d'honneur. Le pape Léon XIV attendu en Algérie le 13 avril prochain dans le cadre de sa tournée africaine. Quels seront les objectifs de son escale à Alger? On en parle ce soir. La Chine annonce l'envoi d'un émissaire afin de favoriser une médiation au Moyen-Orient, tandis que l'Algérie appelle depuis plusieurs jours à la retenue, à la désescalade et au respect du droit international. C'est un sujet sur lequel on revient également dans cette émission. Jusqu'où ira le Marzen dans sa politique de répression? Nouveau rebondissement dans l'affaire des 18 supporters sénégalais arrêtés suite à la finale de la Coupe d'Afrique des Nations qui a opposé le Maroc au Sénégal. Et puis quand la haine de l'Algérien devient un slogan de campagne en France, on en parlera aussi justement de cette nouvelle polémique qui secoue la scène politique française. Un candidat au municipal qui insulte l'Algérie et son peuple, le sénateur Hakim Louli, sera avec nous pour en parler. Et on commence, messieurs, avec l'essentiel de l'actualité nationale et avec les condoléances présentées par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, aux familles des 3 martyrs tombés au champ d'honneur dans la 5e région militaire à Tébessa, à Faisal. Dans la région de Tébessa, effectivement, dans la soirée du 12 au 13 mars 2026, il y a eu une opération très importante menée par les unités de l'armée nationale populaire contre des groupes terroristes. Cette opération s'est soldée par la neutralisation de 7 terroristes et la récupération de 7 fusils mitrailleurs, des pistolets mitrailleurs Kalachnikov. Et vous l'avez dit, Nouhad, le président de la République, qui est le chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, a présenté des condoléances aux 3 soldats tombés en champ d'honneur en luttant contre ces résidus, le résidu du terrorisme. D'ailleurs, le chef d'état-major de l'armée nationale populaire, ministre délégué auprès du ministre de la Défense, le général Saïd Chengriha, s'est rendu aussi dans la région de Tébessa, accompagné du général-major Nordin Hambli, pour un peu parler avec les soldats de cette unité qui a lutté contre ces groupes. Il a aussi présenté ses condoléances aussi aux familles des soldats et il a exhorté l'ensemble des personnels, parce que le danger reste le même, à redoubler d'efforts afin de préserver la sécurité du pays et des citoyens et à poursuivre la lutte contre les résidus des groupuscules aux terroristes avec détermination et fierté, parce que c'est une zone frontalière et le fait qu'il y ait eu donc des groupes de cette importance, presque 10 terroristes, souligne que ce danger des résidus du terrorisme existe toujours, d'autant plus que ce mois de mars a été aussi marqué par une autre opération menée par les unités de l'armée nationale populaire dans la région de Zidine à Ndefla, où il y a eu également neutralisation de 2 terroristes et récupération de 2 Kalachnikov. Très bien, merci Faisal. En fait, finalement, avec cette énième opération, on confirme une fois de plus que l'armée nationale populaire poursuit sans relâche sa lutte contre le fléau du terrorisme. Tout à fait, oui. Il faut surtout relever la qualité de cette opération qui s'est basée d'abord sur des renseignements de pointe. Donc, la présence de ces terroristes dans une région très boisée, très difficile d'accès, notamment pour les éléments de l'ANP. La région de Tlijen est connue pour avoir abrité et constitue un point de passage, un corridor entre les frontières tunisiennes et algériennes. C'est pour cela que d'ailleurs la coopération entre l'Algérie et la Tunisie dans ce domaine s'intensifie et s'accentue. Et donc, pour revenir à la qualité de cette opération, il faudrait marquer le fait que c'est une opération qui s'est déroulée depuis plusieurs semaines et l'information a été la plus importante. Et pour la première fois, c'est l'utilisation de la technologie, notamment la surveillance aérienne à travers des drones pour pouvoir repérer ces terroristes. Et le fait il faut rappeler aussi le discours, la phrase importante de monsieur le chef d'état-major, de dire qu'il faut passer à l'offensive cette fois-ci et en finir avec les résidus du terrorisme qui essaiment dans cette région-là.
Et tous les moyens sont mis en place justement, messieurs, pour libérer, pour enlever Nettoyer, justement, nettoyer, voilà exactement, Éradiquer, si vous Kamal, voulez. nettoyer notre pays de tous ces groupuscules de terroristes, Mahdi. Ben, cela prouve encore une fois, comme si bien dit Faisal et Kamel, que la guerre contre le terrorisme ne s'arrête jamais. Il est évident que dans le subconscient des Algériennes et des Algériens, le terrorisme, c'est quelque chose de passé maintenant, parce on a justement cette sécurité grâce à notre armée nationale populaire. Nous sommes dans un pays qui avons vécu une décennie terrible, la décennie noire, et grâce à ces valeureux hommes de l'armée nationale populaire et à l'ensemble de ces forces de sécurité, maintenant nous arrivons à dormir sur nos deux oreilles. Mais pourquoi nous arrivons à dormir sur nos deux oreilles? Parce que justement, il y a un travail de fond, un travail de renseignement, un travail comment dirais-je, de puissants renseignements qui sont pris pour trouver justement ces mini résidus de terroristes, en l'occurrence à Tbessa pour cette fois-ci dans la wilaya de Tbessa. Donc c'est aussi un travail de prévention qui est fait par l'armée nationale populaire. Et c'est une armée qui ne dort jamais, qui est toujours sur le qui-vive pour protéger ses concitoyennes et ses concitoyens à travers le territoire national. Et n'oublions pas que l'Algérie est un très grand pays, un pays continent, et que l'armée nationale populaire et les différents services de sécurité sont toujours sur le qui-vive pour protéger tous les Algériens et tous les Algériens. Ça nous permet justement, messieurs, de revenir sur cet édito de la revue El Jaish, un édito dans lequel la revue donc insiste sur l'importance de faire face à tous les plans désespérés visant à perturber la stabilité et la quiétude de notre pays, Badis. Tout à fait. D'ailleurs, je reviens, si vous me permettez, pour rebondir sur les trois martyrs. Effectivement, l'Algérie aujourd'hui s'incline, je dirais, avec respect, se recueille devant ces trois martyrs, ces trois enfants de la nation, ces trois fils de la nation, notamment que le président de la République a tenu effectivement à marquer le coup, comme pour rappeler que cette souveraineté n'est pas acquise, n'est jamais acquise, elle est aujourd'hui, encore une fois, payée au prix du sacrifice suprême. Et trois martyrs, donc trois preuves supplémentaires que l'Algérie est prête à défendre sa souveraineté coûte que coûte. Il ne faut pas oublier aussi, avant de parler de l'édito, qui d'ailleurs a été très explicite sur certains aspects, notamment en matière de messages forts, il faut lire en filigrane, effectivement, le contexte actuel régional, continental et même ce qui se trame aujourd'hui au Moyen-Orient. Donc on est dans un monde dans lequel l'instabilité devient une normalité, si on peut dire ça comme ça. Donc c'est pourquoi il faut redoubler, vos triplés d'efforts. Je pense que notre armée nationale populaire, digne héritière de l'armée de libération nationale, est aujourd'hui véritablement le rempart de la souveraineté nationale et de l'intégrité territoriale de l'Algérie. C'est grâce aussi à son degré de préparation, c'est aussi à une armée qui est, je dirais, le continuum du peuple algérien, dans cette unité nationale, dans cette cohésion nationale qui fait la force aujourd'hui d'une Algérie, pays continent effectivement, et qui permet malgré tout de rester vigilante, rester dans la prospective, rester dans l'anticipation, les clés de voûte notamment, dans, encore une fois, un échiquier sécuritaire de plus en plus instable et incertain. Donc, il faut revenir aussi à un autre aspect qui est celui d'une Algérie qui revendique une ligne très claire, à savoir coopérer avec tous, mais ne dépendre envers personne. Oui. C'est très important aujourd'hui, c'est ce qui a fait l'ADN de notre diplomatie. Elle sait le défendre, elle sait le faire entendre, puisque, encore une fois, l'Algérie, à travers sa colonne vertébrale, véritable, encore une fois, garant de la sécurité de l'Algérie, c'est défendre en tout cas cette expertise. Ça a été dit à travers la lutte antiterroriste. Moi, je rappelle que c'est des résidus, encore une fois, de terrorisme, mais non pas de terrorisme, puisque l'Algérie a combattu et a lutté et a réussi à endiguer ce terrorisme qui avait un ancrage quand même assez important. Elle a été la seule à le faire, il faut le rappeler aussi. C'est pourquoi aujourd'hui elle est devenue une voix très écoutée et de bons conseils, notamment pour certains pays qui continuent aujourd'hui à découvrir le terrorisme international et le terrorisme qu'a connu l'Algérie. Mais encore une fois, je me répète, il faut mettre en perspective l'Algérie qui est une véritable cible de choix,
notamment de certaines forces obscures. C'est pourquoi, encore une fois, aujourd'hui, c'est le rôle de l'armée, c'est le rôle des institutions, c'est le rôle du peuple pour être en première ligne et défendre notre pays. L'éditorial du Oui. GIEC, si vous permettez, Kamel, Oui, vas-y. souligne l'effort mené effectivement par les unités de l'armée nationale populaire en matière de sécurisation des frontières, la lutte contre les résidus. Effectivement, Badis a raison, c'est les résidus du terrorisme qui sont toujours là, malheureusement, mais malgré les efforts. Et bien sûr que c'est alimenté par des forces étrangères, parce qu'on peut se poser des questions d'où ces armes viennent. Mais également, la revue du GIEC, Badis, évoque aussi une autre forme de criminalité, c'est la lutte contre la drogue. Et l'édito del GIEC souligne clairement qu'il y a une guerre déclarée, je cite, à notre pays par le régime de Merzen, à travers ses multiples et désespérées tentatives d'inonder notre pays de ses poisons. C'est-à-dire la drogue. La drogue finance le terrorisme. Finance le terrorisme, finance le terrorisme. il y a un lien entre les criminels. Il y a un lien de cause à effet entre la drogue et le terrorisme. Le crime transfrontalier, effectivement, il est alimenté, même des zones frontières de l'Est, aussi dans la région de Bessa, dans la région du Sud, etc. Et la revue del GIEC, de l'Armée nationale populaire, souligne qu'il y a une approche de l'armée et de l'Algérie en matière de lutte. Parce que la lutte contre le terrorisme, les résidus du terrorisme, soulignent le trafic d'armes, soulignent le trafic de drogue et d'autres formes de criminalité. Il souligne aussi le fait qu'il y a une phrase qui attire l'attention quand même dans l'édito, c'est le fait et que en rappelant le martyre de ces 3 soldats, l'édito parle du mois des chouhadas, du mois des martyrs. Donc c'est un mois où, vous savez, bon, c'est tombé un jour de 8 mars, mais en même temps, on a le 19 mars qui vient. Et ce dédito, justement cette phrase-là, est en train de construire dans l'édito le fait que l'Algérie a pu devenir un partenaire fiable à travers la participation et l'effort de tous ses enfants, femmes, hommes. Et en même temps, le fait que si aujourd'hui l'Algérie est devenue un partenaire fiable, c'est parce que dans tous les domaines, y compris dans la lutte antiterroriste, elle est devenue un partenaire non négligeable qui est important. Aujourd'hui, beaucoup de voix, notamment marocaines, disent que l'Algérie est un pays isolé et tout, mais l'édito le rappelle et les faits le rappellent que l'Algérie, dans ce domaine-là de la lutte antiterroriste, est un partenaire important qui devient une école et une référence. Pourquoi le mois du Chouhada, Kamel? Parce que le mois de mars, Nouhad, est un mois qui a été marqué durant la guerre de libération nationale par la mort de plusieurs grands noms des Chouhada, de héros de la guerre de libération nationale. L'Arabi Ben Mehdi, colonel Amirouche, colonel Selhaouas et colonel Lotfi sont tous morts au mois de mars entre 1956, 1957 et 1960. C'est pour ça que c'est un mois qui est cité en référence par la revue del GIEC, parce que l'Armée nationale populaire est la digne héritière de l'Armée nationale libération nationale. Allah yarham Chouhada. En tout cas, Kamal Mensari évoquait justement la fiabilité de l'Algérie en tant que partenaire. On y arrive justement. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf, a reçu mercredi un appel téléphonique du ministre des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas. Faisal, les détails sur cet appel téléphonique entre les deux ministres. Oui, M. Ahmed Attaf a appelé M. Tom, il a reçu un appel plutôt de M. Tom Brandenson, qui est donc le ministre des Affaires étrangères des Pays-Bas. Un Pays-Bas est un pays partenaire européen qui a de bonnes relations avec l'Algérie. La communication téléphonique a abordé justement la coopération entre les deux pays et il y a un conseil d'affaires qui lie l'Algérie donc à ce pays, un conseil d'affaires qui aborde plusieurs questions et il va se réunir prochainement, mais également la situation évoquée tout à l'heure par Badis au Moyen-Orient, avec la guerre qui se poursuit dans cette région du monde et qui a de l'influence notamment sur le marché énergétique. L'Algérie est un grand partenaire fiable en matière d'approvisionnement en gaz naturel du partenaire européen, du continent européen. Et il y a aussi des perspectives de coopération avec les Pays-Bas dans le domaine de l'agriculture, par exemple, dans le domaine des technologies vertes, technologies de nouvelle énergie, parce que le Pays-Bas est un pays qui est très en avance. Et donc, tous ces aspects de la coopération ont été évoqués par M. Ahmed Attaf avec son homologue néerlandais. Badis Khnissa, l'Algérie, on en parlait tout à l'heure en off, justement, vous disiez l'Algérie est en convergence avec l'Europe du Nord, notamment concernant la situation du Sahel. Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est un appel qui n'est pas du tout protocolaire, il est structurel. Il faut rappeler que dans un monde fragmenté, l'Algérie avance à travers des alliances, des cercles stratégiques et non pas des alliances rigides. C'est aussi l'illustration, cet appel en tout cas, c'est l'illustration, mais au-delà de l'appel, c'est des échanges, des convergences. J'y viendrai effectivement, notamment sur le rôle et le statut de pays pivot, mais aussi de pays stabilisateurs, notamment qui exportent
la stabilité dans la région, y compris le Sahel, c'est un aveu aussi de la part de l'Europe du Nord. Et là où je viens sur un autre aspect qu'il faut rappeler aussi dans ce débat, c'est que ça a été rappelé, la Hollande, c'est quand même un pays pivot, un hub énergétique. C'est aussi un élément central, notamment en matière de logistique. C'est également un acteur central aussi dans la transition énergétique et dans l'énergie verte. L'énergie verte, l'hydrogène vert, dont l'Algérie ambitionne avec des faits réels et des potentialités avérées, notamment pour devenir un acteur principal, notamment fournisseur justement de cette énergie pour une transition apaisée et graduelle de l'Europe et de l'Europe du Nord. Et c'est aussi là où je veux en venir, c'est que c'est une confirmation aussi de la centralité de l'Algérie sur des questions sécuritaires, notamment sur le Sahel, mais pas que, également sur le Sahara occidental. Donc, plusieurs sujets ont été abordés, notamment lors de cet appel, et ça confirme aussi trois éléments importants, en tout cas trois mouvements diplomatiques, pour rester un peu sur le prisme de lecture stratégique et diplomatique. Le premier, d'abord, c'est la reconfiguration, notamment de la relation Algérie-Europe, plus particulièrement Europe du Nord, donc la Hollande. On n'est plus dans le diktat ou dans les relations traditionnelles anciennes colonies et colonisateurs. Et puis le deuxième point qui est important aussi à mes yeux, c'est la centralité énergétique de l'Algérie. J'avais évoqué effectivement que l'interlocuteur, en l'occurrence la Hollande, est un acteur principal, important en matière de transition et d'énergie verte. Et puis le troisième point surtout, et très important, c'est la reconnaissance elle-même du rôle régional d'Alger, notamment dans, que ce soit les accords d'Alger pour le Mali, que ce soit la force de proposition notamment de l'Algérie diplomatiquement pour avoir des solutions toujours politiques et pacifiques pour les conflits, y compris des conflits latents notamment. Donc il y a tous ces aspects-là, notamment économiques, énergétiques, sécuritaires, diplomatiques, qui plus est, dans un élan, comme vous le savez très bien, de cataclysme sécuritaire au Moyen-Orient. Donc, encore une fois, je me répète, l'Algérie est écoutée, l'Algérie est entendue, et l'Algérie est de bons conseils, notamment pour les puissances, y compris aujourd'hui pour l'Europe du Nord. Exactement. Mehdi, peut-être un mot à propos de la position de l'Algérie aujourd'hui au concert des nations. Écoutez, l'Algérie, chaque jour, prend un peu plus d'épaisseur et de place dans le concert des nations. De toute façon, ça se voit, je l'ai déjà dit sur ce plateau à maintes reprises. Le palais d'El Mouradia reçoit chaque semaine des visiteurs du monde entier pour demander audience au président de la République. La voix de l'Algérie porte, la voix de l'Algérie compte, et on va continuer justement comme ça à élever le niveau de la grande diplomatie algérienne. Ahmed Attaf est un excellent ministre des Affaires étrangères. Le président de la République est également un très bon communicant et un bon diplomate. Et c'est pour ça que l'Algérie en est là où est-ce qu'elle est aujourd'hui. Ça veut dire une pièce incontournable du système politique méditerranéen, arabe, moyen-oriental et évidemment mondial. Voilà, on est consulté de partout le monde. Et dans le même sillage, justement, vous le savez, messieurs, le pape Léon XIV entame une tournée africaine en débutant par l'Algérie. Il est attendu à Alger le 13 avril prochain. C'est un déplacement, on parle d'un déplacement historique, Kamal Mansari, sur le thème de la paix. En tant que journaliste, je vous pose la question en tant que journaliste et pas en tant qu'analyste, Kamal Mansari, quels sont les objectifs de cette visite ? D'abord, ça sera le printemps de la fraternité, comme je l'ai nommé dans un de mes éditos. Et ce qui est le plus important, c'est le fait que ça montre que c'est vrai que lui, il dit « je viens en visite pour parler au peuple algérien ». Bien évidemment, il choisit l'Algérie par rapport à sa puissance, par rapport à sa position géographique et par rapport au fait que ce pays-là a été l'un des acteurs et les tenants du vivre ensemble et du dialogue entre l'islam et la chrétienté. Donc nous sommes dans une logique, pour le pape, nous sommes dans une logique de mettre en place, de tisser encore davantage les liens entre les musulmans et le christianisme, justement pour battre en brèche le discours qui sature les dialogues et les débats en Europe, notamment en France, sur le fait que l'Algérie est un pays qui combat le christianisme. Donc le message vecteur du plan politique, d'abord que c'est un pays ouvert, que c'est un pays tolérant, que l'Algérie restera un pays qui a toutes les religions dans lesquelles vivent et coexistent pacifiquement depuis des millénaires, depuis Saint-Augustin, auquel il a toujours fait référence, parce qu'il en est l'un des élèves, le pape. Donc l'Algérie, pour lui, est un État, d'abord de par sa puissance, comme je l'ai dit, de par le fait qu'il s'illustre
par le vivre ensemble. Et en même temps, c'est un message à la jeune génération algérienne de dire que leur pays est un pays qui est ouvert, tolérant et qui a de l'avenir, notamment dans la question du dialogue entre les religions. Ça, c'est déjà un message très important pour, justement, cette visite-là montrera d'abord aussi que l'Algérie peut devenir demain un berceau ou un pont de dialogue entre les civilisations, comme elle a toujours fait, notamment à travers son initiative qui a été déposée à l'ONU pour le vivre ensemble, qui est devenue une journée internationale reconnue par les Nations Unies. Le 13 et 14 avril 2026, le pape Léon XIV visitera l'Algérie. C'est la première visite d'un pape en Algérie. Et il serait réducteur, comme l'a souligné l'archevêque Jean-Paul Vesco, de réduire cette visite au fait que le pape appartienne à l'ordre des Augustiniens. D'ailleurs, il visitera, c'est vrai qu'il visitera la basilique de Saint-Augustin à Hippone, à Annaba, mais il ira aussi dans Notre-Dame d'Afrique, donc, où il ira donc prier pour les 19 bienheureux martyrs qui sont donc morts à Tebhelin. Et l'archevêque Jean-Paul Vesco a rappelé que les moines Tebhelin sont morts aussi avec des musulmans, d'où le message évoqué par Kamel, le message de paix, parce que le pape Léon XIV dira « Salam alaykoum » en venant en Algérie, viendra en homme de paix. Ça sera donc un frère chrétien qui sera reçu par les musulmans, et ça a été clairement souligné par M. Vesco, parce que par ailleurs, certains partis, notamment en Europe, en France, veulent réduire cette visite ou tenter de réduire de l'ampleur évoquée par Kamel de cette importante visite en Algérie, en évoquant certains de ce qu'ils appellent les violences ou les tractations contre les chrétiens, alors que bien sûr ça n'existe pas, parce que les chrétiens vivent depuis très longtemps en terre algérienne. Il y a plusieurs lieux de culte chrétien en Algérie. À Oran, il y a le Santa Cruz, la basilique de Saint-Augustin à Annaba, le Sacré-Cœur et la cathédrale de Notre-Dame d'Afrique à Alger, et dans d'autres points d'Algérie. Donc les chrétiens vivent en harmonie avec leurs frères musulmans en Algérie. Et justement, cette visite du pape Léon XIV va peut-être, Badis, permettre de promouvoir la coexistence pacifique entre les peuples. Surtout mettre en exergue la réalité des choses. Entendons-nous sur le fait que malgré les mauvaises langues, malgré effectivement un narratif assez virulent, hostile notamment quant à l'image ou la représentation de l'Algérie quant à les minorités, en tout cas chrétiennes, quant à la coexistence des religions, quant à son ouverture morale et religieuse aux autres. Aujourd'hui, cette visite, justement, contrecarre ce narratif, mais surtout aussi déconstruit profondément un discours comme Pierre-Édouard Stérin, rappelez-vous ce milliardaire qui se targue de dire qu'effectivement l'Algérie est contre la chrétienté. Il s'avère que non, puisque ce n'est pas une simple visite pastorale, c'est une reconnaissance, dites-vous, une reconnaissance géopolitique, notamment de la respectabilité de l'Algérie. D'une part, d'autre part aussi, ça a été évoqué effectivement, et pour moi le fil conducteur, c'était cet entretien du cardinal Jean-Paul Vesco, effectivement, dans un média français, vous allez voir où je veux en venir, où il a été interpellé sur le fait que cette visite s'inscrit principalement par rapport à l'ordre des Augustins, puisque Léon XIV est un augustinien. Or, il leur a répondu que non. Il a été encore plus loin, et je le félicite sur cette réponse assumée, mais surtout aussi qui reflète finalement ce que c'est l'Algérie, c'est qu'il explique que le pape va à la rencontre du peuple algérien. Oui. C'est tout autre chose. Ce n'est pas la même chose. Donc, vous voyez bien qu'il y a une espèce de narratif qui essaye de réduire, malgré des faits réels, éloquents, notamment une visite. L'Algérie aujourd'hui est perçue aussi comme un portail, je dirais un seuil d'entrée notamment de l'Afrique. D'ailleurs, il le dit, c'est bien plus qu'une destination symbolique. Elle incarne une véritable porte d'entrée vers l'Afrique. Absolument. Et c'est là où je dis que ça déconstruit, c'est qu'au-delà que l'Algérie soit une terre d'islam contemporain, aujourd'hui aussi, elle est la centralité morale, notamment religieuse, civilisationnelle, que ce soit africaine, chrétienne, et aujourd'hui islam contemporain, pour expliquer qu'effectivement le vivre ensemble existe bel et bien, il est consolidé, il est réconforté, il est encouragé, il est promu en Algérie, terre de paix, terre de vivre ensemble et terre de coexistence. Quoi de mieux que l'aveu du cardinal, mais également de cette visite qui explicitement démontre que l'Algérie, encore une fois, est au centre de gravité religieuse, de dialogue des civilisations, mais surtout aussi de construire l'avenir ensemble.
Et encore une fois, cette visite va au-delà de sa dimension spirituelle. Elle revêt également une portée politique et mémorielle, Mehdi. Bien sûr, parce que l'Algérie, puissance régionale incontournable, joue en effet un rôle capital dans les subtils équilibres de la région et de la Méditerranée. Mais moi, ce que je voudrais revenir sur ce qu'a dit précédemment Badis, le travail de Jean-Paul Vesco, qui a été une sorte de relais entre Alger et le Vatican. Je pense qu'on peut même qualifier ça de véritable cheville ouvrière pour justement cette visite papale. Et cette visite papale, Alger, de toute façon, fait confiance à Jean-Paul Vesco. La preuve, c'est qu'il lui a été remis par le président de la République la nationalité algérienne. Il a rencontré à plusieurs reprises le président de la République. Il prêche la fraternité entre tous les peuples. Jean-Paul Vesco est connu pour être un humaniste dans l'âme. Donc sur ça, il n'y a pas de souci. Mais moi, ce que j'ai aimé surtout, c'est que Jean-Paul Vesco n'est pas un curé lambda. C'est une personne qui a osé critiquer Emmanuel Macron sur la colonisation qui n'a jamais été généreuse. Je cite, la colonisation n'a jamais été généreuse, et qui a critiqué aussi Isnogoud sur les visas quand il y a eu la crise avec le ministère de l'Intérieur français. Donc c'est un homme qui a des convictions et qui défend son pays, parce qu'il dit que l'Algérie est également son pays. Il dit, je suis français, mais je suis également algérien à part entière. Et donc, ça, c'est très important de le signaler. Ensuite, ce qui est aussi important, c'est que le pape, quand il va venir, je pense que ça va fermer beaucoup de bouches. Je pense qu'il va y avoir énormément d'AVC sur CNews. Je pense qu'il va y avoir énormément de crises cardiaques également au niveau d'Isnogoud et de l'entourage d'Isnogoud. Et je pense que... donc Bruno Retailleau, hein, pour ceux qui le savent. Moi, j'ai juré de ne plus le nommer. Donc, pour moi, c'est Isnogoud ou Ratatouille. Voilà, on dit pas son nom. Donc, ce qui est important, c'est que ça va, excusez-moi l'expression, avec tout le respect que j'ai pour tout le monde, ça va mettre une baffe à beaucoup de monde. Et vous vous rappelez des phrases où les Algériens persécutent les chrétiens, que les fameuses bûches de Noël qui ont été raflées par la police, enfin, toutes ces inepties, toutes ces fake news qui ont été faites au fur et à mesure pour éviter justement cette visite qui a eu lieu, parce que c'est comme ça que ça a été lancé, toutes ces fake news qui ont été lancées sur le groupe Bolloré, c'était pour, en quelque sorte, essayer de ralentir la visite du pape. Eh bien, la visite du pape sera une grande réussite, et je pense, et j'en suis certain, que ça sera une grande baffe dans la bouche de beaucoup de mauvaises langues. Donc à tous les détracteurs, rendez-vous les 13 et 14 avril. Oui, pour se terminer, ceux qui prétendent que l'Algérie est un État, est un pays imperméable à l'altérité, c'est-à-dire aux autres religions et tout, cette visite est un démenti cinglant. C'est aussi simple que ça. Merci, messieurs, pour cette première partie. On donne donc rendez-vous à nos détracteurs les 13 et 14 avril pour voir comment va se passer justement cette visite du pape Léon XIV à Alger. Place tout de suite à l'œil d'Alger. Et dans l'œil d'Alger, on revient ce soir sur la situation au Moyen-Orient et sur la guerre que se livrent les États-Unis, l'entité sioniste et l'Iran. Vous le savez, la Chine a donc annoncé l'envoi d'un émissaire afin de favoriser une médiation au Moyen-Orient. On en parle tout de suite. Jingle. Et nous avons le plaisir d'avoir avec nous pour cette partie depuis Pékin Jeanne Shanshui, journaliste à la chaîne de télévision chinoise. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Merci à vous d'être avec nous ce soir. Alors, je viens de le dire à l'instant, la Chine vient d'annoncer l'envoi de son émissaire spécial pour favoriser donc le dialogue régional, tandis que l'Algérie, de son côté, appelle depuis plusieurs jours à la retenue, la désescalade, au respect du droit international dans cette crise. Jeanne Shanshui, peut-on dire aujourd'hui que l'on assiste à une forme de convergence diplomatique entre Alger et Pékin, mais aussi plus largement au sein du Sud global pour défendre justement une stabilisation régionale par le dialogue plutôt que par la confrontation et l'hégémonie? Alors, je peux effectivement observer une certaine convergence diplomatique. La Chine, comme l'Algérie, défend tous les deux une approche qui privilégie la désescalade, qui privilégie le dialogue et aussi le respect du droit international. L'Algérie possède également une longue tradition diplomatique fondée sur le non-alignement et aussi fondée sur la médiation.
Tout cela a été notamment de son rôle actif dans le mouvement des non-alignés dans l'histoire et aussi dans plusieurs initiatives de dialogue régional et mondial. En fait, cette approche s'inscrit, je pense que du côté de la Chine, déjà aussi une réflexion assez mûre et plus largement portée par la Chine ces dernières années sur la scène internationale et aussi même à l'intérieur de la Chine pour montrer et aussi pour parler de la philosophie diplomatique de la Chine. C'est surtout à travers l'initiative pour la sécurité mondiale, l'initiative pour la gouvernance mondiale. Et l'idée centrale est simple, c'est que la sécurité ne peut pas être construite au détriment de celle des autres. Et aussi, le pays, quelle que soit sa taille, quelle que soit sa puissance, ils ont les mêmes droits. Et aussi le respect à la souveraineté. Donc, en fait, cette vision doit être commune, doit être coopérative et doit être durable. Et on a vu, par exemple, là, tout récemment, avec les médiations chinoises aujourd'hui au Moyen-Orient, et aussi qu'en 2023, la Chine a déjà pu faciliter le rapprochement entre l'Arabie saoudite et l'Iran, et à ce moment-là montré un exemple succès que la Chine pouvait à la fois ouvrir les voies de désescalade dans une région marquée par de fortes rivalités, tout en négociant, tout en simplement mener des pourparlers. Donc je pense que là aussi, à travers cet exemple, il y a une convergence qui est en train d'être forgée, notamment au sein du Sud global, qui aujourd'hui représente 40% de l'économie mondiale. Donc ça veut dire que c'est une force que nous ne pouvons plus négliger. Donc la Chine en fait partie, l'Algérie en fait partie. Aujourd'hui, on voit qu'il y a une progressive, une diplomatie de stabilisation portée par ces acteurs du Sud global. Et donc, en un mot, c'est que face aux crises régionales, la priorité doit être donnée à la médiation et au dialogue plutôt qu'à la logique de confrontation. Et c'est déjà un signe encourageant parce que c'est une idée qui est aujourd'hui partagée par les pays du Sud global. Zhan Shanhui, justement, certains observateurs estiment que la région a aujourd'hui besoin de puissance de stabilisation capable justement de parler à tous les acteurs. Est-ce que dans ce contexte, des pays comme la Chine ou encore l'Algérie peuvent contribuer à favoriser un climat de dialogue et de désescalade? Absolument. Je pense qu'il est toujours important pour un pays d'avoir sa propre voix indépendante. Et je pense que le plus qu'un pays est puissant, le plus qu'il est capable à prononcer sa propre voix, ses propres idées au lieu de suivre celles des autres. Donc, pour contribuer à la stabilisation d'une région, il y a deux éléments qui sont essentiels. La première, c'est la crédibilité diplomatique. Et la deuxième, c'est la capacité à dialoguer avec tous les acteurs. Donc, apparemment, aujourd'hui, c'est ce qu'est en train de faire la Chine, bien sûr, représentant des pays du Sud global, qui disposent aujourd'hui, par exemple, un réseau diplomatique très large au Moyen-Orient et qui entretient avec tous les pays et pratiquement tous les pays de différentes régions. On a bien vu que la Chine a eu des efforts de médiation avec à la fois Israël, avec l'Iran et aussi avec la France, avec le côté de différents pays au Moyen-Orient. Et l'Algérie, de son côté, possède aussi une tradition diplomatique fondée sur le non-alignement, mais aussi sur la recherche des solutions politiques dans chaque conflit. Donc, dans cette logique de l'initiative pour la sécurité mondiale, dans aussi cette vision qui est partagée par le Sud global, c'est que l'objectif n'est pas de créer de nouveaux blocs, n'est pas de créer de nouvelles puissances, mais de favoriser un cadre de sécurité, un cadre de dialogue dans lequel les préoccupations de sécurité de chaque pays sont prises en compte d'une manière égale. Donc, dans un contexte de forte rivalité aujourd'hui, les acteurs capables de parler à tous peuvent parfois jouer un rôle décisif ou important pour calmer la situation. Je pense que la Chine a la capacité de le faire, ainsi que l'Algérie qui a la capacité aussi de le faire et défendre cette vision qui est une vision propre à elle, une vision indépendante et qui est menée avec de la réflexion dans ce pays. Oui, je suis tout à fait d'accord. Pourquoi? Parce que déjà l'Algérie a déjà démontré qu'elle était tout à fait présente aux côtés de la Chine qui est la représentante du Sud global. Donc on est forcément dans une logique diplomatique convergente. Pourquoi? D'ailleurs, on l'a remarqué lors du vote du 11 mars dernier au Conseil de sécurité, lorsque la Chine a refusé, s'est abtenue de voter pour la résolution 2817 qui condamnait justement
la riposte iranienne à l'agression qu'elle a subie, mais en même temps n'évoque pas en profondeur la question de l'agresseur. C'est-à-dire la Chine avait essayé par tous les moyens de démontrer que cette résolution est biaisée. L'Algérie aussi, au sein de l'Assemblée générale, n'a pas endossé cette résolution, donc ce qui marque un point de convergence dans l'idée est que cette résolution du 28-17 est tout à fait non illégale et non pas conforme à la réalité telle que justement dite par l'Iran. Et en même temps, on sait pertinemment que depuis des années, la Chine, en tant qu'acteur, comme je l'ai dit, au sein du Sud global, tente de résoudre les conflits par la voie diplomatique, mais tout en essayant de mettre en place des mécanismes internationaux qui favorisent un dialogue et une sécurité commune partagée. La Chine a développé, que ce soit au sein du parti, le dernier congrès du Parti communiste chinois, qui a mis en place les 15 recommandations, à travers lesquelles, y compris au sein du plan quinquennal 2026-2030, dans lesquels les 4 propositions, c'était les 4 initiatives présentées par le président Xi Jinping, d'aller vers justement un monde multilatéral dans lequel il est question que les conflits ne soient pas résolus par la manière forte telle que présentée, telle que justement l'option voulue par les États-Unis. Et on revient une deuxième fois à l'Algérie pour dire qu'encore une fois, l'Algérie cherche une désescalade, mais une désescalade globale, mais qui va en profondeur, c'est-à-dire rappeler les raisons du conflit au Moyen-Orient, qui est la question palestinienne, qui est la question centrale, et le droit des peuples de disposer de leur destin, et surtout de mettre en place le fait que la présence d'Israël dans les terres occupées, c'est-à-dire en Liban ou en Syrie, remet en cause la question de la souveraineté et du rôle des Nations Unies ou bien de la légalité internationale pour justement rappeler aux uns et aux autres la nécessité de respecter, même si au fond on sait que cette demande devient vœu pieux par ce qui se produit actuellement lorsque les États-Unis ont décidé à l'encontre de la légalité internationale d'aller frapper, d'agresser un pays souverain. J'ai une question pour notre invité, si vous permettez, Noured, très, très courte. La Chine a joué un rôle de médiation entre l'Arabie saoudite et l'Iran pour rapprocher les deux pays. Est-ce que la Chine aujourd'hui pourrait aller dans le même sens au moment où il y a une guerre totale, où il y a une crise d'énergie, une crise économique qui touche aussi également la Chine? Est-ce que la Chine pourrait jouer ce rôle dans le futur pour arrêter les opérations militaires? D'ailleurs, votre gouvernement a appelé à arrêter les opérations militaires, refuse les interventions étrangères dans les autres pays. Alors, je pense que la Chine, ce qu'elle essaie de faire, c'est de faire tout par le dialogue politique, par les médiations, par la voie de la paix. Là, tout à l'heure, vous avez parlé de ces différents conflits et aussi de ces différentes crises économiques, sécuritaires, énergétiques. Je pense qu'aujourd'hui, c'est le problème pour tout le monde, pour l'ensemble du monde. La Chine, en effet, si on parle uniquement de ce qu'elle a depuis à peu près 2 mois, en fait, on a vu que la Chine n'a pas été autant impactée de ce que les autres avaient imaginé. C'est parce que, d'un point de vue déjà sur le plan économique, sur le plan énergétique, la Chine avait déjà diversifié ses sources d'énergie. C'est vrai que la Chine importe beaucoup de pétrole de l'extérieur, mais du côté de la Chine, il y a déjà cette mise en place des politiques de diversification de différentes énergies. Aujourd'hui, on ne compte plus seulement sur le pétrole, mais aussi sur d'autres énergies, comme des énergies propres, avec l'énergie solaire, l'énergie du vent. Et c'est ce que la Chine compte à faire encore. Et puis, elle a déjà suffisamment de réserves de pétrole, en fait, qui permet que la Chine va pouvoir survivre dans toutes circonstances, va pouvoir aller jusqu'à 4 mois de réserve. Donc, en fait, c'est aussi la Chine a déjà prévu ses réserves, plus de réserves depuis déjà 2 ans. Et puis, de l'autre côté, c'est vrai qu'il y a un impact économique sur l'économie chinoise en court terme, mais après, ça rebondit très vite. Surtout, justement, ces secteurs de l'énergie propre ont été rebondis très, très vite. Donc voilà, en fait, pour vous dire qu'il y a
les coussins d'amortissement qui ont déjà été installés en Chine, mais je ne pense pas que ce soit le cas, par exemple, pour les États-Unis. Ce n'est pas le cas pour l'Europe. Et d'ailleurs, d'un point de vue de l'extérieur, je pense que c'est même l'Europe qui dépend largement des ressources du Moyen-Orient qui sont les plus grands perdants, et aussi les États-Unis, parce qu'aujourd'hui, on voit très bien que le prix du pétrole augmente. En ce moment, les États-Unis ont connu une forte crise d'inflation et ça ne va faire qu'aggraver la situation. Et puis, les États-Unis ont beaucoup perdu ces derniers temps avec ce qui s'est passé au Moyen-Orient, surtout au niveau de son budget, au niveau de l'argent. Et je pense que ça va également donner beaucoup de pression à Trump pour ce qui va se passer des élections de mi-mandat pour novembre. Donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est déjà chaque pays aujourd'hui se rend compte de la crise. Donc aujourd'hui, comment faire? Il faut avoir un pays qui a suffisamment de puissance et aussi qui a suffisamment de crédibilité pour pouvoir dialoguer avec tous les pays et ensuite inviter tous les pays à pouvoir réfléchir à un plan. Je pense que c'est un sujet important et clé pour la Chine. La Chine, bien sûr, ne souhaite pas intervenir militairement, elle ne veut pas intervenir par la guerre tarifaire, par la guerre de droit de douane, une guerre économique, mais elle est là à essayer de parler avec tout le monde sans chantage, justement, mais simplement pour une idée simple, la paix et le dialogue. J'aimerais juste rebondir également sur ce qui a été dit, effectivement, c'est que d'abord le temps a donné raison à Alger, qui au lendemain de cette guerre a appelé rapidement et sans, je dirais, une quelconque once de doute sur le fait qu'il faut revenir à la stabilité, il faut revenir à la paix, il faut faire taire les armes pour privilégier les solutions pacifiques, mais surtout aussi les solutions politiques, ça a été dit, puisque le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, depuis quelques mois déjà, avait énuméré quelques conditions sine qua non pour une stabilité au Moyen-Orient, à savoir la question centrale, la question palestinienne, la solution aux deux États. Donc c'est indéniable, c'est incontournable. Et puis aujourd'hui vient ce conflit cyclique, enfin il faut le rappeler, puisque après la guerre des 2 jours, aujourd'hui on est au 16e jour, donc nous avons un Moyen-Orient qui est quand même assez instable, assez fragilisé, une poudrière, ma foi, depuis la création même des fondations de l'entité sioniste sur les cadavres palestiniens. Mais moi, j'aimerais juste revenir sur cette convergence aujourd'hui d'une superpuissance qui est la Chine avec un pays émergent qui est l'Algérie avec sa diplomatie, son ADN, son esprit de novembre 54 qui forge notamment son prisme non seulement de lecture mais aussi d'action diplomatique. Pour moi, aujourd'hui, Alger et Pékin transforment tout simplement leur poids énergétique, leur poids économique, leur poids diplomatique, notamment sud-global, en un centre de gravité diplomatique pour prôner la paix et seulement la paix à travers des solutions et à travers le dialogue. Aujourd'hui, on nous demande dans ce conflit de choisir un camp. Or, il s'avère que Alger et Pékin s'accordent sur le fait qu'il y a véritablement une troisième voie. Laquelle? Celle de l'appel à la paix, celle de la construction pérenne, durable sur des fondations, à savoir le droit international et la primauté du droit international, que ce soit l'agression, que ce soit l'agressé ou l'agresseur, y compris aussi la généralisation et la régionalisation de ce conflit dont nous sommes en train de voir et qui est bénéfique finalement à l'entité sioniste. Moi, j'aimerais dire à ces détracteurs qui appellent effectivement à choisir son camp, Alger, depuis le début, et d'ailleurs dans toute son histoire diplomatique par le passé, preuve à l'appui, a toujours privilégié le dialogue et le débat et les négociations pour l'intérêt commun, l'intérêt planétaire, puisqu'aujourd'hui, vous l'avez dit tout à l'heure, effectivement, il y a des conséquences cataclysmiques énergétiques, géoéconomiques, désastreuses, si en tout cas cette guerre s'inscrit dans le temps et elle est partie pour. Maintenant, moi j'aimerais revenir sur cette troisième voie. Alger et Pékin, qu'est-ce qu'ils prônent? Ce n'est pas être pro-Iran ou pro-entité sioniste, agression entité sioniste, mais plutôt, je dirais, anti-chaos, puisque c'est ça dont il est question aujourd'hui. Nous sommes en train de défendre bec et ongle pour éviter notamment le chaos. Et je reviens un peu sur 3 points fondamentaux pour moi, cardinaux notamment, qui ont été défendus implicitement, explicitement par justement la position d'Alger et Pékin, c'est à savoir 3 refus, si j'ose dire. Le premier refus, effectivement, c'est de refuser la normalisation des frappes préventives comme méthode de gestion régionale, notamment aujourd'hui, comme nous l'avons vu, l'argument détenu par l'entité sioniste. Le deuxième refus également peut être partagé entre les deux puissances, Alger et Pékin, c'est à savoir l'idée de la sécurité d'une entité dans la région
puisse être bâtie notamment sur l'insécurité généralisée des autres États, et c'est ce qu'on est en train de voir aujourd'hui à travers l'action de l'entité sioniste. Et troisièmement, pour finir, le troisième refus, c'est la confiscation de tout règlement politique ou solution pacifique, notamment où les seuls acteurs militaires et l'hégémonie militaire est prônée. Donc c'est très important de dire ces trois refus qui inscrivent justement nos deux puissances comme non pas qui prônent la paix comme un slogan, mais l'inscrire véritablement, le graver dans le marbre, notamment pour qu'il devienne une règle d'or, notamment dans la diplomatie de gestion des crises et des conflits futurs, et Dieu seul sait qu'il y en aura d'autres. Donc, en clair, c'est une convergence non seulement des vues, des luttes, des actions, mais surtout aussi une convergence de la méthode et de la vision stratégique et de prospective. Jeanne Chantrouille, peut-être une dernière question avant de vous libérer. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut s'attendre à une résolution de crise rapide ? Je pense que là, ça dépend de la volonté des différents pays, mais du côté de la Chine, c'est ce qu'elle a toujours appelé, et je pense que c'est aussi le cas pour l'Algérie, c'est appel à la paix au plus rapidement possible. Et je pense qu'il est possible que le Moyen-Orient entre dans une phase de recomposition diplomatique. Pendant longtemps, en fait, la gestion des crises régionales reposait essentiellement sur quelques grandes puissances, mais aujourd'hui, avec l'émergence des pays du Sud, avec l'émergence de la Chine et de l'Algérie, il y a une diplomatie plus multipolaire à chercher, où chaque voix compte, chaque pays compte. Donc je pense qu'aujourd'hui, la Chine essaye de jouer ce rôle de facilitateur, en mettant en avant le principe de sécurité commune, en mettant en avant ces règlements pacifiques, et tout à l'heure, comme nos invités en ont parlé, aussi de garder la sécurité régionale par ses propres moyens, sans entrer dans ces pièges d'insécurité imposés par les grandes puissances. Donc, je pense que de l'autre côté, l'Algérie, quant à elle, bénéficie également d'une légitimité particulière dans le monde arabe et aussi dans le monde africain, grâce à cette tradition de non-alignement. Donc, je pense que là aussi, il y a un champ de coopération éventuellement entre la Chine et l'Algérie, puisque ce sont des pays qui défendent à peu près les mêmes visions du monde. Et puis, donc, cette complémentarité entre la Chine et l'Algérie, et aussi cette complémentarité entre de différents pays du Sud global, peuvent être une puissance, peuvent être une force importante pour garder la paix et aussi pour promouvoir tout de suite l'arrêt de la guerre au plus vite possible. Merci encore à vous, Jeanne Chantrouille, d'avoir été avec nous ce soir. Alors, messieurs, on continue à parler justement de ce conflit qui se déroule donc au Moyen-Orient, alors que la région s'embrasse. Qu'en est-il aujourd'hui de la situation aux Émirats Arabes Unis ? Dubaï est-elle toujours cette œuvre de paix prisée par les touristes, les investisseurs et autres personnalités publiques ? Qu'en est-il de l'économie émirati ? Aujourd'hui, on va justement tenter de répondre à ces questions. Je me tourne vers vous, Kamal Mansari. Concrètement, que risque l'économie émirati aujourd'hui ? D'abord, c'est la récession la plus directe. Un pays qui a bâti toute son économie sur les services, c'est-à-dire le tourisme. Aujourd'hui, le tourisme, on est complètement affecté. Donc, c'est des millions de visiteurs qui n'y vont plus. Il y a surtout le domaine de l'aviation. Donc, Dubaï, qui était par exemple un hub international, est aujourd'hui pratiquement un hub désert. Donc, c'est désert dans un désert. Donc, vous voyez un peu ce qui se passe dans ce pays. Et puis, les Émiratis ont décidé de baisser de 1,7 million de barils jour leur production. Donc, ils n'exportent plus d'ailleurs. Et plus, ils ont décidé de réduire leur production. Et en même temps, donc puisque le baril d'or est le baril plutôt du pétrole, l'or noir, est à 110 dollars le baril, donc forcément le pays n'en bénéficie pas. Et en même temps, donc c'est devenu franchement un goulot d'étranglement, une sorte d'asphyxie financière dans laquelle se trouve ce pays. De l'autre côté, il y a aussi, quand on voit les chiffres aujourd'hui, on est dans une sorte on voit que le pays a perdu plus de la moitié de ses ressortissants étrangers qui ont fui le pays, donc notamment les expatriés qui ont quitté. Beaucoup d'Algériens ont quitté le pays à travers le Oman pour rentrer en Algérie parce que le pays est déjà ciblé, il fait partie intégrante du conflit. C'est un acteur agresseur. Non seulement il est ciblé par les Iraniens qui ripostent à ces tirs parce qu'on sait
que des cibles, des tirs sont partis à partir des Émirats et on soupçonne les Émiratis d'en être les auteurs. Et en même temps, on voit que le marché financier est en pleine déperdition, que les marchés c'est-à-dire que le pays n'est plus un havre de paix comme a prétendu de le présenter les autorités d'Abu Dhabi. Les investisseurs se retirent. On voit ce qui s'est produit avec le ciblage, le tir qui a visé les data centers d'Amazon. Donc c'est un message d'alerte aux investisseurs qui voulaient faire de ce pays-là un hub de l'intelligence artificielle. Donc forcément, il y a c'est le pays le plus touché, lui et le Bahreïn évidemment, par cette guerre qui aujourd'hui est en train de démontrer que ce pays-là ne résiste pas aux crises, que c'est un pays forcément factice et que toute l'économie de ce pays peut être ébranlée par un simple incident militaire. En comparaison, l'Iran, qui est un pays qui subit des pressions et des sanctions depuis 40 ans, qui est bombardé, il résiste, les institutions résistent, la population résiste, et on voit au parallèle un pays dans le désert qui n'arrive même pas à assurer la sécurité de ses citoyens, des ressortissants étrangers, contrairement à l'Iran où toutes les communautés vivent et sont présentes sans pour autant fuir le pays. Donc ce pays est bien loin de l'Eldorado qu'il vend aux étrangers. Mahdi. Écoutez, quand le flux des capitaux s'arrête, il ne reste parfois que le désert et les reflets d'un mirage qui se dissipe. Comme l'a si bien dit Dominique de Villepin, Dubaï est une anomalie au Moyen-Orient. C'est un État qui a toujours été sous perfusion des flux internationaux. Donc c'est un État qui est complètement vulnérable justement à la géopolitique. À chaque fois qu'il y a un conflit au Moyen-Orient, Dubaï est toujours le premier, les Émirats sont toujours les premiers impactés. C'est une économie de couloir, en fait, c'est une économie de corridor où les gens sont toujours de passage. Et justement, ça fait que aujourd'hui, ils en paient encore le prix, et le prix, ils le paieront encore pendant de nombreuses années. Les Émirats sont déstabilisés, c'est une évidence. Il y a plus de 62% des résidents, parce qu'ils ont des cartes de résidence. Les personnes qui habitent là-bas en tant qu'expatriés ont des cartes de résidence. Il y a plus de 62% des résidents qui ont quitté le territoire sous la première semaine. Donc ce n'est pas un État safe, ce n'est pas un État sécure, malgré tout ce qu'ils voulaient vendre justement aux étrangers. Dubaï, ce qui s'est passé à Dubaï, c'était prévisible, il faut savoir se le dire. Moi, par exemple, je vais vous donner une anecdote, ce qui m'a choqué. Tout le monde se rappelle du Covid, où le Covid, la Terre, le monde a arrêté pratiquement de tourner, où il n'y avait plus d'avions, il n'y avait plus de vacances, où personne n'allait en vacances parce que justement tout était fermé. Quel était le seul pays qui recevait justement des touristes étrangers ? C'était Dubaï, parce qu'ils étaient sous perfusion touristique. Ils ont besoin justement de cet apport d'étrangers pour faire marcher leur économie. Aujourd'hui, il n'y a plus personne. Aujourd'hui, les hôtels, vous allez sur des sites d'hôtellerie en ligne, comme je vous donne un exemple, Booking. Les hôtels, vous avez des hôtels à Dubaï qui coûtent 43 $. 43 $, pardon. J'ai vu tout à l'heure, il y avait 59 $, 49 $, des hôtels, des 5 étoiles en plein cœur de Dubaï. Donc, ce qui est en train de se passer maintenant, c'est vraiment, véritablement, un affaissement complet du système économique sur lequel a été basé les Émirats. Et je pense que ça augure de très, très, très mauvais lendemains, de très mauvais jours pour ce qui va arriver. Parce que ce qui se passe, c'est que tout le monde est parti directement de Dubaï et plus personne ne fait confiance aux promesses non tenues des Émirats. Faisal Matawi, on peut parler aujourd'hui d'économie factice? Oui, c'est une économie factice, parce que Dubaï est il est bâti sur la confiance des investisseurs, sur la confiance du reste du monde. Et comme l'a bien expliqué Kamel et Mahdi, c'est un pays qui est bâti sur les visiteurs annuellement. C'est un corridor, c'est un couloir. C'est un corridor, les gens viennent visiter Dubaï pour faire du shopping, etc., parce qu'il n'y a pas des monuments ou une histoire qu'on peut visiter contrairement à d'autres pays, comme l'Algérie. Il n'y a que des immeubles, un downtown où il y a beaucoup de Downtown malls, a perdu, etc. excuse-moi Faisal de te couper, Downtown a perdu 14% de sa valeur immobilière en 10 jours. En 10 jours, il y a une chute effectivement 14% en 10 jours. De la bourse d'Abu Dhabi. Non, l'immobilier, je te parle de l'immobilier. Et il y a aussi une perte, Mahdi, il y a une perte de presque 63 milliards de dollars de perte de capitaux, parce qu'on sait que le capital a besoin de stabilité politique
et sécuritaire. S'il n'y a pas de stabilité, le capital fuit le pays. Et aussi, il y a effectivement annuellement près de 20 millions de visiteurs viennent visiter Dubaï. C'est presque 35 milliards de dollars. Et cette somme a fondu comme neige au soleil, puisque, comme l'a souligné Mahdi, le taux d'occupation des hôtels de luxe à Dubaï a chuté de 95%. C'est-à-dire qu'il reste que 5% actuellement. Donc vous pouvez imaginer la perte des capitaux, parce qu'il y a presque 300 banques dans le centre financier de Dubaï avec des hedge funds, etc. Des banques, la plupart, donc leur capitalisation en chuté, perte de visiteurs, en plus de la perte liée à Jebel Ali, qui est donc un port très important. C'est parmi les 10 grands ports au monde, en plus de l'aéroport de Dubaï qui a été ciblé. Donc il n'y a plus de trafic aérien et Dubaï est un hub aéroportuaire parce que beaucoup d'avions qui partent d'Europe, d'Afrique et d'Amérique du Nord partent vers Dubaï ou Doha pour partir en Asie. Donc l'ensemble des pertes s'ajoute aux pertes liées à l'utilisation du système Patriot. C'est presque 1 milliard à 2 milliards de dollars pour riposter donc, aux missiles aux drones iraniens. Et selon les experts, actuellement, depuis donc, le début de l'offensive militaire américaine et sioniste contre l'Iran, Dubaï perd presque 100 millions de dollars par jour. Et c'est aussi la fuite des capitaux. Fuite des capitaux. Beaucoup d'investisseurs, des résidents. Beaucoup d'investisseurs ont transféré leurs capitaux vers Singapour parce que ce n'est plus un pays sûr. Ce qui est dit aujourd'hui, que démontrer que ce pays-là est basé sur une économie factice, c'est comme si vous avez deux endroits où vous pouvez parce que vous êtes un investisseur, vous cherchez quoi? Vous avez les bureaux de conseil et les bureaux de courtage qui vous disent que le pays est sûr ou pas. Aujourd'hui, avec ce qui s'est produit, l'avenir des Émirats est vraiment compromis dans le domaine de l'investissement. Oui. Parce que c'est ça le plus important. Ce n'est pas simplement... Le pays produit du pétrole, certes, mais pour ceux qui en croient, qui ont cru jusqu'à aujourd'hui que ce pays-là était sûr en matière d'investissement, ils vont revoir leur copie et aller vers des endroits plus sûrs où la menace sécuritaire n'existe pas. Moins 12% de recul du transit portuaire au Jebel Ali 40% depuis le début du conflit iranien, chute de 18% du tourisme d'affaires, contraction de l'investissement privé régional. Si la guerre se prolonge, encore un mois, les analystes envisagent un recul de 15 à 20% du PIB non pétrolier d'ici la fin de l'année. D'accord. C'est une économie sous perfusion des flux internationaux, donc vulnérable, comme je l'ai dit, à la géopolitique. Et ce qui est très important et qu'il faut toujours retenir, c'est que maintenant les gens ne veulent plus faire confiance aux Émirats par rapport aussi à leur mainmise sur les guerres, on va dire, régionales, que ce soit au Soudan, au Yémen. Dubaï a eu, sur les 3-4 dernières années, une très mauvaise image. Les gens ne veulent plus être associés à Dubaï et aux Émirats par rapport à l'image politique qu'elle donne à l'international. C'est-à-dire qu'avant, ils s'achetaient une vitrine, une façade pour être bien aux yeux du monde. Maintenant, les gens ont connu le véritable visage des Émirats et ils ne veulent plus s'associer. C'est pour ça, comme a si bien dit Kamel, Hong Kong, Singapour, enfin toute la partie de l'Asie justement du Sud-Est, c'est là où les gens maintenant veulent investir. C'est aussi des paradis fiscaux, c'est très important aussi de le dire. Et ils vont là-bas pour investir en masse. Et il y a aussi un chiffre qui est très important, 76% des derniers 24 heures, des derniers virements sur les dernières 24 heures ont été faits en direction de Singapour. Ok, très bien. Merci Mahdi. Messieurs, on continue le débat dans quelques instants. Le temps de faire une petite page de pub et on revient. Hebdo Show Algérie se poursuit sur Al24 News. Mesdames et messieurs, on continue à parler de la situation au Moyen-Orient. Je vous propose justement d'écouter cette déclaration de Dominique de Villepin lorsqu'il s'est exprimé justement sur la situation à Dubaï. Il décrit Dubaï comme étant une anomalie au Moyen-Orient. Regardez. Monsieur Rochebin, combien de temps et combien de traumatismes au lendemain de cette opération? Vous avez envie d'acheter un appartement à Dubaï? Vous avez envie de passer vos vacances à Dubaï? De toute façon, non, mais c'est un autre sujet. Oui, mais c'est en tout cas la préoccupation de ces régions-là. Elles avaient tout misé, avec une certaine naïveté d'ailleurs, elles avaient tout misé sur l'idée que jamais
on ne toucherait à ces États. Or, on constate leur vulnérabilité. Voilà donc Badis Nissa, Dubaï, une anomalie au Moyen-Orient. Vous avez des chiffres vous aussi? Figurez-vous, Nouad, comme vous le savez très bien, je suis féru de chiffres, féru d'arguments, féru d'études, féru de statistiques. Et j'ai voulu justement creuser davantage et aller peut-être un peu plus pour étayer à nos téléspectateurs ce que c'est cette anomalie, ce qu'est cette diplomatie fictive, cette économie factice, ce corridor effectivement qui est interconnecté avec justement le flux mondial et qui aujourd'hui connaît plus que des balbutiements de fins, mais plutôt aussi une fragilité abyssale. Et puis aussi cette success story prônée, targuée par les Émirats à qui veulent entendre que ce sont le modèle type de réussite, notamment économique. Et figurez-vous que c'est tout le contraire. Donc aujourd'hui, on peut aisément dire, d'abord, à commencer par le slide 1 notamment, et je demande à la régie de le faire passer, où j'ai voulu revenir sur un peu le modèle économique, notamment l'architecture économique de Dubaï. D'ailleurs, contrairement à une idée reçue, et j'aimerais bien aujourd'hui la déconstruire, c'est qu'on pense que la richesse de Dubaï repose sur le pétrole. Pas du tout. Aujourd'hui, c'est une économie qui se repose essentiellement sur les flux internationaux, effectivement, tout à l'heure Mehdi l'a mentionné, à savoir les flux d'avions, donc hub de transport, les flux de tourisme, donc comme une espèce de destination réflexe, et j'expliquerai davantage un peu plus en détail plus tard, les flux de capitaux, toute la mafia s'est donné rendez-vous à Dubaï, donc la pègre et le blanchiment d'argent comme adresse, et puis aussi les flux commerciaux. Attention, flux commerciaux, c'est-à-dire de la réexportation. Dubaï ne fait pas de commerce direct. Maintenant, dans le tableau, effectivement, on peut voir aisément les secteurs clés qui sont potentiellement touchés par cette guerre, notamment et encore avec des scénarios assez conservatifs, mais surtout aussi pour montrer la fragilité et la vulnérabilité de cette économie, encore une fois, factice. Part estimée dans le PIB de Dubaï, dans l'économie de Dubaï, et puis surtout le rôle économique. Vous le voyez bien très facilement, le commerce et la logistique, c'est plus de 25% du PIB. L'aviation et le transport aérien, c'est plus de 27% du PIB dubaïote. Le tourisme et l'hospitalité, c'est plus de 11% du PIB. L'immobilier et la construction, effectivement, où j'irai même plus loin, la bulle immobilière dubaïote, et j'expliquerai davantage l'histoire de 2008-2009 et les subprimes. Donc là, c'est 15% du PIB. Les finances et les services, c'est 12, et autres secteurs, notamment plus dans la diversification économique, et encore une fois, qui restent au stade chimérique. Donc si vous faites le calcul, on a plus de 90% du PIB de Dubaï qui est assujetti intimement à la connectivité avec les flux mondiaux, et donc instable. Avec un PIB, faut-il le rappeler, de plus de 136 milliards de dollars. Les éléments à retenir de ce premier slide, c'est quoi? C'est que Dubaï est avant tout une économie de connectivité mondiale, que la guerre aujourd'hui au Moyen-Orient perturbe les flux aériens, maritimes et financiers, que l'aviation et le tourisme sont les premiers secteurs touchés de plein fouet, que l'immobilier et la finance peuvent être affectés par une crise de confiance. Tout à l'heure, Mehdi effectivement avait évoqué pourquoi la destination de Dubaï, c'est la confiance. Aujourd'hui, cette confiance est consommée. Il y a une rupture claire, même je dirais irréversible de cette confiance. Et enfin, le dernier point, le modèle dubaïote dépend fortement de la perception de la stabilité régionale. Or, aujourd'hui, nous sommes dans une région instable et qui s'inscrit dans le temps. Je demanderai à la régie d'afficher le slide 2, s'il vous plaît. Donc, le slide 2, c'est quoi? J'ai voulu m'attarder sur les conséquences probables, factuelles notamment, avec une approche conservative, pas très pessimiste, pour rester un peu dans un prisme, je dirais, pragmatique. Donc là, on a un scénario de guerre régionale, par exemple, de 3 à 6 mois. Or, il s'avère que d'ores et déjà, il y a des répercussions fortes, notamment sur l'économie de Dubaï. Par secteur, bien évidemment, l'aviation, on l'a évoqué tout à l'heure, c'est un impact estimé de plus de 50%, notamment sur le trafic aérien, ce qui représente une perte économique sèche de plus de 12 milliards de dollars dans l'économie de Dubaï. Le tourisme n'est pas épargné, puisqu'il est aussi frappé de plein fouet. Les visiteurs, aujourd'hui, c'est moins 40%, notamment, qui représentent moins de 7 milliards de pertes économiques dans ce laps de temps de 3 mois. Le commerce et la logistique, c'est
moins 25% notamment en matière de flux. Là, on parle de 10 milliards de dollars de pertes. L'immobilier, cette bulle notamment de l'immobilier qui est prête à éclater avant même la guerre d'Iran, 2008-2009, on est la preuve, c'est avec cette crise financière. Là, il y a une chute d'investissement, notamment des capitaux d'investissement étrangers de plus de 35%, ce qui représente plus de 6 milliards de pertes. Et enfin, les finances, encore une fois, comme une plateforme de blanchiment d'argent à tout va, on risque de fuite partielle de capitaux, voire même complète, puisque déjà, il y a une tendance positive notamment qui va dans ce sens. Et là, on parle de plus de 4 milliards de dollars de sèche. L'aviation, pour revenir, c'est 85,2 millions de passagers en 2025. Risque d'annulation forte, notamment et routage ou reroutage des avions. Donc, sans oublier les hausses de carburant qui ont un impact important. Donc, si vous voulez, la guerre agit aujourd'hui comme une taxe géopolitique sur l'aviation dubaïote. Le tourisme, comme je l'ai évoqué, donc il dépend d'un facteur intangible qui est celui effectivement de la perception de la sécurité. Aujourd'hui, on est plus en sécurité dans une banlieue française qu'à Dubaï. Et puis, vous avez le commerce maritime et le logistique. Faisal avait évoqué effectivement l'axe névralgique qui est Jabal Ali, qui aujourd'hui est fortement frappé. Là, c'est 20% du pétrole mondial qui transite par le détroit d'Ormuz. Donc, le risque, c'est une hausse des prix, mais je l'avais évoqué sur cette risque war, notamment en matière d'assurance maritime et des délais d'acheminement. Donc là, ce qui fragilise la plateforme dubaïote. Le commerce, où j'ai envie de vous dire, la réexportation, puisque donc il y a un risque clair que ce soit un ralentissement des flux, et puis l'immobilier international, comme j'avais évoqué tout à l'heure, et les finances qui ne sont pas épargnées avec chiffres à l'appui. Donc, en tout et pour tout, on parle de quasi 35 à 40 milliards de dollars de pertes sèches, ce qui représente 8 à 10% du PIB dubaïote. Slide 3, s'il vous plaît, la régie. Là, rapidement, je me suis amusé à faire une comparaison historique, notamment avec les crises, et ça a été évoqué tout à l'heure par Mehdi, la crise du Covid à titre d'exemple. Et là, vous voyez très aisément que l'impact sur le PIB de Dubaï est important. Vous voyez la crise financière de 2009, c'est plus de 6% avec un trafic mondial réduit à plus de 60% à l'époque. On a le Covid 2020, effectivement, avec une perte de 11% notamment. Et puis, cette guerre régionale aujourd'hui, en matière de projection, encore une fois, conservative, c'est 4 à 10% sur le PIB. Slide 4, s'il vous plaît, la régie. Là, je me suis amusé aussi à voir, puisqu'on parle de Dubaï et des Émirats arabes unis comme pays d'ingérence, État-Émirat d'ingérence. Alors, j'ai voulu voir, en fait, ce poids, notamment, de l'influence et de l'ingérence de cet Émirat versus son économie. Figurez-vous que c'est plus de 80 milliards de dollars qui sont mobilisés dans l'influence, je dis bien l'influence et de l'ingérence et non pas le soft power, puisque quand je reviens sur ce tableau, vous voyez bien que les États-Unis, en matière de soft power, je dirais vertueux, c'est 1 à 2% du PIB, la Chine, c'est 2 à 3% du PIB. J'ai glissé aussi le Maroc pour voir un peu, qui s'assemblent, se ressemblent. Le Maroc, c'est plus de 4% de son PIB quand on connaît l'économie du Maroc. Et puis Dubaï, loin, très loin devant, 16% du PIB rien que dans l'influence. Donc on peut acheter des ports, on peut acheter des tours, on peut acheter des compagnies, on peut soudoyer, on peut s'ingérer, mais on ne peut pas acheter l'immunité géopolitique. Donc en conclusion, nous très rapidement, la guerre aujourd'hui ne frappe pas d'abord les ressources et infrastructures de Dubaï, elle frappe sa connectivité à outrance. Car le vrai sujet aujourd'hui n'est pas de savoir combien Dubaï va perdre en matière de pertes économiques, le vrai sujet est de savoir combien vaut encore le récit de Dubaï en matière de neutralité, en matière d'hypersécurité, d'hyperconfiance, d'hyperfluidité, dans une région, encore une fois, et je conclue là-dessus, devenue un théâtre de confrontation ouverte. Et justement, Badis, Faisal vient d'évoquer cette ingérence. Ça me rappelle cet autre extrait de Dominique de Villepin lorsqu'il a parlé justement d'une attaque émiratique contre une usine de dessalement en Iran. Oui, c'est comme quelqu'un qui tire une balle dans le pied. Les Émirats arabes unis dépendent entièrement à 100% des dessalements de l'eau de mer. Oui. Si l'Iran riposterait de la même manière, il n'y aurait plus d'eau, parce que c'est l'autre bombe nucléaire. La bombe nucléaire, c'est de toucher
les ressources hydriques de ce pays qui, effectivement, comme l'a souligné Badis, ne cesse de s'ingérer dans les affaires des autres pays. On a souvent évoqué dans cette émission, et je citerai un exemple, puisque Badis parlait de l'achat de compagnies. Il y a une compagnie Badis qui s'appelle Batot Air, qui est officiellement enregistrée à Ouagadougou depuis août 2024, qui a commencé à activer depuis novembre 2025, mais figurez-vous qu'aucun avion de cette compagnie n'a atterri à Ouagadougou. Tous les avions de cette compagnie atterrissent aux Émirats arabes unis, et beaucoup d'enquêtes internationales accusent cette compagnie, visiblement une compagnie émirati, de transporter de l'armement vers le Soudan, vers la Corne de l'Afrique, vers l'Éthiopie. Cette compagnie utilise des gros porteurs de fabrication russes comme les Antonov, et beaucoup d'organisations internationales considèrent que cette compagnie est comme complice dans l'acheminement de l'armement vers les forces d'intervention rapide au Soudan. Comme le soulignait Badis, donc 16% du PIB en matière d'influence, l'argent est utilisé pour faire du mal à d'autres nations, pour s'ingérer dans leurs affaires. On avait parlé du Yémen, on avait parlé de la Somalie, et là on parle du Soudan, où il y a aussi une grave crise humanitaire à cause justement de l'intervention des Émirats arabes unis. Et on ne peut pas oublier notamment cette accointance, cette proximité qu'ont les Émirats arabes unis avec l'entité sioniste quand même. Oui, absolument. D'ailleurs, on a évoqué le fait que les Émiratis ont attaqué, de Villepin l'a évoqué, c'est une information avérée, une station de dessalement à Téhéran, et puis, comme on sait, que les Émirats comptent énormément sur le dessalement d'eau. Il y a 35 stations de dessalement d'eau qui n'approvisionnent pas seulement les citoyens, mais aussi les usines et aussi les data centers sur lesquels elles comptent les Émirats. En même temps, en parlant d'ingérence, il faut rappeler que cette compagnie aérienne, on appelle ça une compagnie boutique, elle est en train de travailler en contournant la réglementation imposée par l'IATA. Pourquoi ? Parce qu'elle change de matricule et elle change d'étendard et de pavillon. Donc les Émiratis sont en train de violer les règlements de l'IATA en matière d'aviation internationale. De l'autre côté, ces avions-là qui vont vers le Burkina, vont aussi vers le port d'Amadjras au Tchad pour justement alimenter, approvisionner les rebelles du front de force rapide soudanais de Hamidati pour justement les maintenir en état tout le temps de guerre et de maintenir ce pays-là en état de déstabilisation permanente et chronique. Et la proximité avec Israël est tout à fait avérée. Pourquoi ? D'ailleurs, avec les accords d'Abraham, cet État-là, les Émirats, ont intensifié leur coopération en matière d'espionnage contre les pays voisins, et le fait de combiner avec les Israéliens des attaques pour pousser les Saoudiens, par exemple, ou bien les Omanais, pour justement s'en prendre à l'Iran. Donc elle essaye de créer une sorte de tension permanente dans la région pour multiplier les conflits et pour rendre cette guerre qui s'installe dans la durée dans la région du Golfe vers une conflagration généralisée. Il faut noter, Nouhad, dans cette guerre au Moyen-Orient, c'est qu'il est interdit de filmer, il est interdit de diffuser des vidéos sur donc, la riposte iranienne aux Émirats arabes unis, puisqu'il y a aussi une base militaire américaine. Et donc les personnes qui filment, y compris étrangères, sont accusées de trahison et peuvent être condamnées à des peines lourdes. Ça rentre dans le cadre donc, du mensonge, de la manipulation, comme celles les Émirats arabes unis peuvent le fabriquer. Et donc c'est une atteinte effectivement à la liberté d'expression. Évidemment, il y a des ressortissants britanniques qui ont été mis en prison, mais on souligne le silence de Londres par rapport à cette affaire à cause peut-être des relations qu'elle a avec les Émirats arabes unis. C'est le même modus operandi utilisé par les Israéliens. Ils ont arrêté un journaliste indien d'une chaîne importante en Inde qui était correspondant, qui est sur le terrain. On l'a arrêté parce qu'il a filmé la maison détruite par les missiles iraniens de Netanyahou. Donc la maison de Netanyahou est détruite. Aujourd'hui, il est... Donc si je vous comprends bien, Kamel et Faisal, aujourd'hui, en 2026, le 15 mars 2026, il est interdit de filmer ou de communiquer des éléments qui se passent par la presse. Des éléments qui se passent au vu et aux yeux de tout le monde, sous peine d'emprisonnement. C'est la censure. À Dubaï. Oui. Et donc la liberté d'expression. Donc là, on ne voit pas les vierges effarouchées sur les plateaux de télévision occidentaux qui crient à la liberté d'expression. Évidemment. On est d'accord. 43 arrestations, dont un Britannique de 60 ans. Ouais. Voilà. Mais pourquoi on n'entend pas parler dans les médias mainstream en Europe ?
Pourquoi personne ne s'offusque de ça? Pourquoi personne ne fait pas des grands éditos? Pourquoi les gros Bolloré ne parlent pas de Peut-être ça parce que les à la chaîne? Émirats financent ces médias. Parce que les La Émirats, proximité voilà. entre les Émirats et le Front National, Le Luxembourg est fameux- le avéré. fameux deux poids deux mesures. Bah oui, Absolument. en pleine période électorale, les Émirats qui payent les campagnes électorales du Rassemblement national, ça serait malvenu de dire que si tu filmes quelque chose qui se passe, tu peux rentrer en prison et tu peux être condamné à 2 ans ou 3 ans de prison parce que juste tu as filmé, que tu as mis sur tes Et réseaux beaucoup de gens sociaux. le font pour les compagnies d'assurance. C'est une preuve tangible que leur maison a été touchée. Ah ben voilà. Très bien, merci. Il faut se poser les bonnes questions. Il faut se poser les bonnes questions, Le exactement. fameux deux poids deux mesures des hypocrites. Merci messieurs, merci donc pour Tout s'achète, ce débat. Ben, On tout continue s'achète. dans quelques Sauf un instants. Algérien, un Algérien ne s'achètera Le jamais. temps de faire une Évidemment. petite pause. Un Algérien jamais s'achètera. Nouveau rebondissement dans l'affaire des 18 supporters sénégalais arrêtés suite à la finale de la Coupe d'Afrique des Nations qui a donc opposé le Maroc au Sénégal. On rappelle que c'est le Sénégal qui avait gagné, mesdames et messieurs. Et tenez-vous bien, ils vont devoir repasser devant un tribunal à Rabat. Ce sera le 16 mars prochain. Pour en parler, nous avons justement avec nous le journaliste sénégalais Eliman Ndao. Bonsoir. Monsieur Ndao, est-ce que vous êtes avec nous? Eliman Ndao, est-ce que vous êtes avec nous? Oui, je vous entends. Oui. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation, merci d'être avec nous ce soir. Alors vous suivez de très près ce dossier, les familles des supporters sénégalais espéraient une issue diplomatique, voire peut-être même une grâce du roi Mohamed VI. Les avocats des supporters dénoncent d'ailleurs des manquements graves aux droits de la défense. Les standards d'un procès équitable ne sont pas respectés selon ces avocats. Ils disent même que ces derniers, que donc les supporters sénégalais qui sont arrêtés aujourd'hui, se considèrent aujourd'hui comme des otages. Écoutez, c'est l'impression que les familles des victimes ont. J'ai couvert il y a je pense une dizaine de jours, une manifestation où les familles des victimes ont paradé dans les rues de Dakar pour réclamer la libération de ce qu'ils considèrent comme étant des otages, car ces familles, la défense, et de façon générale, les Sénégalais ne s'expliquent pas le fait que ces supporters sénégalais soient toujours détenus après cette finale de la Coupe d'Afrique des Nations, car ce qui leur est reproché, on le voit peut-être très souvent dans les terrains de football, des supporters qui envahissent un stade. Je peux même évoquer les Marocains qui avaient envahi le stade lors des JO de Paris dans ce match face à l'Argentine. Ils n'ont pas été emprisonnés. Et du coup, il y a une incompréhension de ces peines qui sont sévères selon les Sénégalais de façon générale, selon les familles des supporters. Ils pensent tout simplement, c'est l'opinion la plus partagée ici, que les Marocains détiennent ces supporters parce qu'ils n'ont pas pu avoir la coupe. Voilà, c'est une opinion qui est assez partagée, même si il faudrait bien évidemment remettre les choses dans leur contexte. C'est vrai, les supporters sénégalais n'avaient rien à faire sur la pelouse, mais on peut comprendre toute cette agitation de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations, car il y a eu un moment d'incompréhension totale lors des dernières minutes de cette finale. Mais oui, le sentiment d'injustice est le mieux partagé actuellement au Sénégal. Dans quelles conditions est-ce que sont détenus aujourd'hui ces supporters sénégalais au Maroc? Alors, je ne saurais le dire parce que j'ai pas eu accès à leurs conditions de détention. Mais en fait, selon les informations qui ont été partagées au Sénégal, les supporters sont détenus isolément dans des zones pénitentiaires qui leur sont réservées. Mais on n'a pas plus d'informations que ça pour l'instant. Même si il y a eu quelques jours un communiqué une communication faite par une association ou l'association marocaine des droits de l'homme disant que tout se passe bien, mais au Sénégal, vu de loin, selon également les propos qui ont été relayés par leur avocat, cette détention est dure et sévère et incompréhensible.
Voilà, justement, l'avocat ne voit pas les choses de loin, étant donné qu'il est à leur côté. Donc, justement, il le dit, je le répète, l'avocat de ses supporters a dénoncé des manquements graves aux droits de la défense aujourd'hui. Donc, finalement, est-ce qu'on ne se retrouverait pas face à une affaire qui devient plus diplomatique que judiciaire? Écoutez, les manquements ont été soulignés à plusieurs égards. Déjà, la dernière procédure qui a été intentée par le parquet marocain, c'est de faire appel de cette condamnation qui a été faite en première instance. La partie sénégalaise a été informée de cet appel 5 jours après. 5 jours après l'expiration des délais autorisés aux deux camps de faire appel. Donc il y a eu un décalage. Le décalage s'est également manifesté lors du procès où les supporters sénégalais qui ne comprennent pas l'arabe, ils ne comprennent pas du tout l'arabe, certains peuvent comprendre le français, mais beaucoup de ces supporters parlent au Wolof. Oui. Il n'y a pas eu de traduction. De traducteur à c'est pas normal. Leur faire comprendre ce qui leur est reproché. Il y a un décalage à tous les niveaux. Niveau des procédures, mais cette dernière procédure où la partie sénégalaise a été informée 5 jours plus tard, ça c'est aussi un manquement parce que ça ne permet pas à la défense de bien préparer ces dossiers. Si vous êtes en retard de 5 jours sur un dossier, c'est assez problématique. Il y a aussi, c'est vrai que le Conseil des droits sénégalais des droits de l'homme a soulevé les questions de manquement au sein dans les conditions carcérales, notamment le manquement à l'absence d'interprète en Wolof. Mais il y a aussi un point très important qu'il faut soulever, c'est le fait que les deux pays, le Maroc et le Sénégal, ont signé en 2004 un accord de coopération judiciaire qui permet aux personnes incarcérées au Maroc de poursuivre ou d'effectuer leur peine au Sénégal. Cette demande-là a été rejetée par les Marocains, ce qui signifie que ces personnes-là sont vraiment prises en otage. Et surtout, c'est une façon de faire de la vengeance après la défaite cuisante face au Sénégal au final de la Coupe d'Afrique des Nations. Et en même temps, il y a 3 parmi les personnes qui sont incarcérées n'étaient pas dans le stade. Et en même temps, ceux-là n'ont pas pu justement prouver, enfin les autorités marocaines n'ont pas prouvé qu'ils étaient dans le stade à travers les vidéos. Et en même temps, on a vu qu'énormément de Marocains qui se sont pris au Sénégalais par des messages sur Twitter ou sur TikTok, où ils ont insulté les Sénégalais, n'ont jamais été inquiétés par la justice marocaine. Et c'était des points qui ont été soulevés justement au sein de la presse sénégalaise, y compris par la société civile et les parents des victimes. Il faut rappeler que parmi les personnes qui sont incarcérées, il y a des personnes qui sont des pères de famille et qui ont laissé leur famille sans ressources jusqu'à aujourd'hui. Écoutez, oui, parmi les personnes qui ont été arrêtées, moi j'ai eu à regarder de façon beaucoup plus précise les vidéos. Il y a certes des personnes qui étaient en bisbille avec des stadiers, mais il y en a d'autres qui n'ont pratiquement rien fait, qui étaient juste sur la pelouse pour assister un de leurs camarades qui a été pris de force par les stadiers marocains. Et sur une des vidéos, on voit clairement un supporter sénégalais presque les 2 mains en l'air dire moi j'ai rien fait, je suis juste là pour assister un collègue. Oui, il y a une absence d'information, une absence de transparence. Qu'est-ce qui est reproché aux supporters concrètement? Pourquoi certains supporters ont été condamnés à 3 mois? Pourquoi d'autres ont été condamnés à 1 an? Il manque clairement de la visibilité vue du Sénégal sur ce qui est reproché à ces supporters. Et pour parler bien évidemment des accords qui existent entre le Sénégal et le Maroc, le fait que ces supporters puissent passer leur séjour carcéral au Sénégal, il faudrait dans ce sens-là qu'il y ait une condamnation définitive. Mais l'appel qui a été interjeté par le parquet marocain vient annuler tout ça. La procédure a été relancée, on repart de zéro, alors qu'ici, tout le monde espérait que aucun des camps ne fasse appel pour que la diplomatie puisse prendre son relais, pour que peut-être le roi puisse gracier ces supporters-là. Mais là, on est reparti dans un nouvel épisode, en attendant bien évidemment d'en savoir un peu plus le 16 mars, lorsque le procès sera de nouveau en cours. Eliman Daou, merci d'avoir été avec nous ce soir. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Merci. Merci.
Badis Nissa, vous vouliez peut-être réagir. Rapidement, c'est ça quand on politise une Coupe d'Afrique qui est censée être un événement sportif pour en devenir une affaire judiciaire qui aujourd'hui se transforme en une affaire diplomatique. Ça a été évoqué effectivement, malgré les accords notamment judiciaires entre les deux pays, on voit bien qu'il y a une tentative délibérée de vouloir se faire de l'Africain, du Sénégalais, puisqu'on oublie aussi les attaques qui ont été faites par rapport à des intérêts de Sénégalais résidant au Maroc, notamment des restaurants, des biens. Donc vous voyez bien qu'il y a une démarche pernicieuse de la part des autorités marocaines pour, encore une fois, se venger, puisqu'à ce jour, ils n'ont pas accepté la défaite de cette finale. Moi, j'aimerais rapidement, vous savez, j'ai évoqué tout à l'heure le Maroc avec le poids de l'influence et de l'ingérence sur son PIB qui est de 4%. J'ai voulu aller au-delà pour justement voir à la lumière de cette guerre, à la lumière aussi du média Al-Khabar qui annonce effectivement la cessation, la reconsidération de l'Espagne, notamment en matière d'approvisionnement énergétique, notamment en matière de gaz. Donc j'ai voulu conjuguer ces deux facteurs, guerre au Moyen-Orient, reconsidération de l'offre gazière, notamment de l'Espagne, bien évidemment en plus de la déliquescence économique du Maroc versus la monarchie, l'oligarchie qui se targue dans des destinations luxueuses, pour voir un peu, et j'ai étayé par des éléments chiffrés comme d'habitude, où d'abord il faut rappeler que à travers cette reconsidération espagnole, il y a une addition de plusieurs vulnérabilités, notamment à savoir 5 de mon point de vue qui sont cumulatifs. D'abord l'augmentation immédiate des achats énergétiques, la fragilisation des stocks énergétiques, j'en parlerai tout à l'heure, et puis le blocage de pivots casiers liés aux terminaux espagnols, puisque l'Espagne, d'une manière directe ou indirecte, veut cesser cet approvisionnement pour une réorientation stratégique vers l'Europe en ces temps pénibles et durs, mais surtout incertains par rapport à la guerre au Moyen-Orient, mais bien avant la guerre d'Ukraine, et surtout la pression inflationniste et pression budgétaire intérieure quasi immédiate. Et le cinquième point, l'affaiblissement de l'autonomie stratégique du royaume, et je le démontrerai à travers des éléments. Le slide 1, très rapidement, on voit bien les vulnérabilités énergétiques, notamment du Maroc, avec cette dépendance énergétique structurelle très élevée. On a notamment en matière de dépendance énergétique pétrole brut, 80-93% est importé, donc il y a une souveraineté énergétique quasi inexistante. On a pour le pétrole brut 100% importé, je dis bien 100%, là on a une vulnérabilité totale aux marchés mondiaux, donc tributaire des marchés mondiaux, notamment de leurs fluctuations. Produits raffinés, là vous avez plus de 95% importés, donc là aussi il y a une dépendance aux raffineries étrangères. Raffinage national, alors je dis bien zéro raffinerie. La Samir d'ailleurs qui a reçu une offre notamment, figurez-vous de qui, des Émiratis, à hauteur de 3,5 milliards, qui était infructueuse. Donc c'est la seule raffinerie qui d'ailleurs n'est pas en activité. Donc là on a un surcoût permanent de carburant. On a aussi la consommation pétrolière, plus de 300 000 barils jour, forte exposition aux fluctuations des marchés pétroliers. La facture énergétique, parlons-en, 10 à 12 milliards de dollars, c'est un poids majeur sur la balance commerciale marocaine, notamment les stocks stratégiques. Le Maroc détient 20 à 30 jours, faible capacité d'amortissement de crise. Le gaz naturel, donc espagnol en l'occurrence, il contribue à produire plus de 20% de l'électricité marocaine. Donc là, vous avez une dépendance au gaz importé via l'Espagne. Et puis, le flux énergétique espagnol aujourd'hui, c'est plus de 3 millions de tonnes par an de produits pétroliers, notamment avec un hub logistique très critique aujourd'hui. Et enfin, dans le tableau, on voit la sensibilité aux crises. Elle est très élevée, puisqu'elle, je dirais, comme conséquence qui en résulte, on a une inflation et surtout une pression budgétaire rapide et donc sur le peuple. L'exportation espagnole de produits pétroliers vers le Maroc, c'est 3 millions de tonnes par an. C'est 10 à 15%, notamment de la consommation marocaine. Ce qu'il faut retenir de ce slide, c'est très rapidement, pour le Maroc, le risque n'est pas seulement une crise de prix, c'est une crise de dépendance révélée aujourd'hui, caractérisée. Le Maroc, en d'autres termes, n'a pas d'autonomie énergétique. Le slide 2, s'il vous plaît, la régie, c'est expliquer cette inflation énergétique. Dans le cas du Maroc, c'est très simple. Le carburant égale facteur clé de l'inflation au Maroc. Avec des augmentations estimées très rapidement, nous avons avec un prix du baril, situation actuelle à $80, avec une facture énergétique de 12 milliards de dollars, projection conservative, scénario de crise,
$120, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est les experts en projection à cause de cette guerre, c'est 17 milliards de factures énergétiques d'augmentation, donc 5 milliards de plus, un surcoût annuel de 5 milliards notamment, une inflation de carburant de 30 à 50%, notamment pour le Marocain lambda. Et puis on a une inflation de transport qui est, elle, à plus de 20%, on a une inflation alimentaire, tenez-vous bien, de 10 à 15% pour les 15% de pauvres, notamment de la population marocaine, avec une pauvreté endémique. Donc, on voit bien qu'effectivement, il y a des impacts très importants sur l'économie marocaine. Le slide 3 à la régie, s'il vous plaît. Là, je me suis amusé, même si comparaison n'est pas raison, mais j'entends ici et là, par le Merzen, par ses sbires, par ses proxys, que nos économies en matière d'énergie peuvent se valoir et s'égaler. Que nini, pas du tout au gré de vous décevoir, puisque les éléments chiffrés sont là. On a le statut énergétique, notamment la dimension d'un statut énergétique. On a le Maroc et l'Algérie. Vous voyez bien que la dépendance énergétique pour le Maroc, elle est massive, elle est quasi complète, à savoir plus de 90%. Pour l'Algérie, c'est 0%. Pour le pétrole, le Maroc, c'est 100% de pétrole importé. L'Algérie, c'est un pays producteur. Pour le gaz naturel, pour le Maroc, il est importé, on l'a évoqué, via l'Espagne. Pour l'Algérie, c'est la 10e réserve mondiale de gaz. Raffinage, je l'ai expliqué, raffinerie fermée, 0 raffinerie. Elles sont au pluriel en Algérie. Et puis la balance énergétique notamment, avec notamment le Maroc qui est déficitaire. L'Algérie, il est excédentaire. Facture énergétique, parlons-en aussi. La facture énergétique, c'est 10 à 12 milliards de dollars par an. Pour l'Algérie, c'est des revenus énergétiques majeurs. Autonomie stratégique très importante, très faible et élevée pour l'Algérie. On peut dire aisément, donc au regard de ces éléments, très rapidement, on ne joue pas dans la même catégorie, ça c'est certain. On a l'Algérie qui est un pays exportateur qui contrôle le marché. On a le Maroc, un pays importateur qui subit le marché. Donc un conseil que je donne au Merzen et au Maroc, il devrait s'occuper davantage et en priorité de son propre peuple, première victime, premier otage, malheureusement, je l'ai dit, 15% de pauvreté relative, au lieu d'avoir ce narcissisme diplomatique et cette lubie militaire dont le Maroc n'a pas les moyens, puisqu'on a entendu ici et là le Maroc se targuer d'une augmentation de plus 12%, notamment en matière de course à l'armement. De grâce, occupez-vous de votre peuple qui, encore une fois, manque de tout aujourd'hui. Et en parlant de l'Espagne, comme tu l'as évoqué, Badis, il faut rappeler une chose, que les Espagnols ont décidé de réduire le flux de GNL vers le Maroc en raison de la saturation des demandes venant de l'Europe. Priorité pour l'Europe, l'Espagne a décidé, en raison du conflit qui se déroule actuellement en Golfe. Donc la demande européenne augmente, le GNL va partir en Europe et non pas au Maroc, et d'autant plus que l'Algérie a mis en garde l'Espagne s'agissant du fait qu'aucune goutte ou aucune molécule de gaz algérien ne devrait aller au Maroc. Voilà globalement la situation énergétique dans laquelle se trouve le Maroc aujourd'hui. Et pour l'armement, les achats du Maroc de l'armement ont augmenté de 12% entre 2021 et 2025. Ça, c'est un institut spécialisé sur le Stockholm International Peace Research Institute, qui est donc un institut de référence en matière d'armement. Et figurez-vous qu'il est le deuxième grand fournisseur d'armement pour le Maroc après les États-Unis. C'est l'entité sioniste, effectivement, qui devance la France. Et c'est une augmentation fulgurante constatée ces 2 dernières années. D'où l'explication de la coïncidence existante entre le Merzen et l'entité sioniste. Merci Faisal Mataoui. Voilà donc, mesdames et messieurs, c'était tout pour l'œil d'Alger. Place tout de suite à Face à l'info. Et dans Face à l'info, on a décidé de revenir ce soir sur cette polémique qui secoue la scène politique française après les propos d'un candidat aux élections municipales. Sur ses réseaux sociaux, ce cher monsieur, on ne va pas le nommer, insulte le peuple algérien et va même jusqu'à nous qualifier, je cite, de peuple de cafards. C'est dire la gravité des propos. Nous avons justement avec nous depuis Paris le sénateur Hakim Loli. Bonsoir. À toutes et à tous, les amitiés aux Algériennes et aux Algériens et à toute l'Algérie. Merci d'être avec nous, monsieur Loli. Alors, vous avez été l'un des premiers donc, à réagir justement à ces propos graves, ces propos inacceptables tenus donc par cette personnalité politique, qui plus est donc candidat donc, à ces municipales. En tant que sénateur français, vous avez pris position face à ce discours haineux contre l'Algérie et les Algériens.
Oui, bien sûr, n'importe quel responsable politique devrait prendre position parce qu'il s'agit de dignité humaine, il s'agit d'autodétermination, c'est un peu la matrice aussi des affaires étrangères de la France, le multilatéralisme et de respect des peuples. Et donc, personne ne peut laisser dire sans rejeter, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être dans le double standard, dans le deux poids, deux mesures. Et puis, il faut que l'algérophobie qui est en train de se développer cesse. Il va falloir que, y compris quand on a des accords, qu'on puisse parler de façon calme et sereine parce que cette hystérie qui est en train de monter doit s'arrêter. Donc, il nous appartient à nous d'être tous vigilants pour empêcher justement qu'un peuple soit stigmatisé. Cette énième polémique, Akli Melouli, relance finalement le débat sur le discours de haine qu'ont certains politiques envers l'Algérie et les Algériens. Critiquer l'Algérie aujourd'hui rapporte des voix. Oui, je pense que c'est la matrice. En fait, aujourd'hui, on l'a dit, l'OAS, c'est nostalgique de l'Algérie française. Ceux qui pensent que la colonisation est encore active, d'ailleurs, ils sont nombreux et ils sont en train effectivement de prendre le pas, mais tout ça avec une certaine bienveillance parce que les gens ne voient pas le risque un peu qui existe. C'est comme quand on désimmunise un peuple, on l'a vu lors des guerres, c'est justement là que commence la haine et c'est là qu'on peut être capable de tout. On le voit bien comment les gens ont fonctionné pour faire un génocide. On le voit aussi en Palestine. C'est-à-dire qu'on essaie de désimmuniser des peuples au travers de leur origine ou de leur religion pour justement faire avaler la couleuvre au niveau international. On le voit aussi, on l'a vu au Venezuela, soi-disant sous couvert de démocratie, on se permet de faire des coups d'État. En Iran, on se permet d'y aller sans le respect du droit international. Donc je crois qu'à un moment donné, il faut leur dire ça suffit et il faut que les humanistes et démocrates se lèvent parce que s'ils ne se lèvent pas, eh bien on va vers le chaos et ça ne profitera à personne. Merci Akli Melouli, en tout cas on vous félicite pour cette position que vous avez prise justement et peut-être que Badis, peut-être que des personnes comme Akli Melouli qui ont des postes aussi importants devraient justement, on va dire les choses clairement, prendre position comme lui. C'est très important aujourd'hui justement de faire émerger cette diplomatie parlementaire Voilà. incarnée par justement des voix dissonantes, des voix sages, raisonnées, notamment incarnées par que ce soit Akli Melouli ou d'autres notamment, qui veulent que justement le dialogue soit fondé sur justement des bases saines, notamment à commencer par d'abord déconstruire cette hostilité et anéantir notamment ces voix, encore une fois, qui anti-algériennes, algérophobes, mais surtout aussi qui ne voient pas d'un bon œil l'intérêt commun que puissent partager justement Alger et Paris, quand on sait qu'aujourd'hui nous sommes dans une dynamique autre, qui est plus positive. Donc c'est un peu les troubles faits qui essayent de jouer. Encore une fois, la diplomatie parlementaire a su démontrer, à travers aussi d'autres personnalités, notamment françaises, comme quoi que l'Algérie a des amis en France, pas que des ennemis. Merci Akli Melouli d'avoir été avec nous ce soir et d'avoir répondu à nos brèves questions et surtout d'être intervenu sur ce sujet. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Akli. Il faut savoir aussi que ces gens-là qui sont aux commandes de cette mairie du Sud que vous ne voulez pas citer font du harcèlement sur leur personnel, font de la discrimination. Donc en fait, quand on n'aime pas les Algériens ou tout autre peuple, en fait, on ne doit pas s'aimer soi-même et on n'aime pas les gens. Et ça, c'est problématique quand on veut présider aux destinées d'une commune, d'un territoire ou de la nation. Effectivement, merci Akli Melouli. À très bientôt, j'espère. Ce qui est surprenant, c'est que d'entendre ce genre d'insultes et qui sont propagées par un maire, et en même temps, ce sont des insultes qui ont été déjà propagées par les nazis, c'est-à-dire les nazis qui qualifiaient les Français de kakerlaken, c'est-à-dire des cafards, et de ratten, c'est les rats. Donc c'était pour déshumaniser les Français de l'époque, durant la Deuxième Guerre mondiale, et pour dire que les insultes subies par les Français, à l'époque, sont répercutées aujourd'hui par les mêmes. Ceci dire pour que la mentalité nazie est en train de s'ancrer dans les esprits de l'extrême droite. Et c'est ça aujourd'hui la France, c'est une France de décadence. Badis, je vais vous donner la parole dans 2 minutes, Badis. On n'a jamais quitté la France. Le nazisme, oui, bien sûr. Madir Zar, peut-être qu'on peut maintenant revenir sur cette adoption par l'Assemblée nationale de la loi criminalisation de la colonisation française. Finalement, elle tombe à pic, je dirais. Elle tombe à pic parce que je ne sais pas comment actuellement tout est en train de s'embriquer. De s'entremêler en fait. Aujourd'hui, vous avez une Assemblée nationale qui est coupée en 2, voire en 3 morceaux. Je parle sur l'Assemblée nationale française, bien évidemment. Vous avez d'un côté un parti, on va dire de gauche, LFI, gauche, PS, qui fait un peu tout ça. Vous avez d'un autre parti un parti d'extrême droite qui
donc c'est Rassemblement National, UDR, qui est très anti-Algérie et qui est pro-Algérie française et anti-Algérie indépendante. Et vous avez au milieu des gens de Renaissance, un peu d'horizon, qui selon les vents, courent à droite ou à gauche. La seule chose que je peux dire, et qui est très important, c'est que l'Algérie, quand elle a proposé ce texte de loi lors du dernier au Parlement algérien, l'Algérie n'a jamais demandé à avoir de l'argent ou à avoir de quémander quoi que ce soit ou avoir une rétribution financière ou demander des réparations financières. L'Algérie ne veut qu'une chose, une et unique, et le président de la République a si bien dit, une reconnaissance totale des crimes coloniaux. Point à la ligne. On n'a pas besoin d'argent. Regardez l'Algérie dans quel état ses finances sont, contrairement ou parallèlement à l'état des finances françaises. Nous n'avons pas besoin d'argent. L'Algérien ne s'achète pas, je l'ai dit tout à l'heure à Faisal et je le répète, l'Algérien ne s'achète pas et ne s'achètera jamais, contrairement à d'autres pays avec lesquels ils ont fait il y a eu des mémorandums justement pour régler ça sur une façon pécuniaire et financière. L'Algérie ne veut que la reconnaissance qui soit faite par le gouvernement français. Point à la ligne. Elle ne demande rien de plus. Moi, je salue, rapidement, je salue la position de la Chambre haute du Parlement algérien, donc, qui a remis une nouvelle mouture sur la loi criminalisation du colonialisme. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas, en aucun cas, accepter des excuses de la France, parce que le colonialisme est inexcusable, est un crime inexpugnable. On ne peut aujourd'hui réclamer des excuses ou une réparation financière. Pourquoi ? Parce que la question du colonisation et le colonialisme était la matrice de tous les crimes. Génocide, crimes de masse, parce que lorsqu'il y a eu le jugement, c'est-à-dire le procès de Nuremberg en 1946, qui a eu à juger les crimes nazis, la question de colonisation n'a pas été jugée, donc personne n'a parlé du colonialisme. Donc on ne peut pas, aujourd'hui, cette génération de députés algériens ne peut pas se substituer à tous les morts et tous les martyrs de 1830 à aujourd'hui pour parler à leur place et dire que voilà, nous voulons des excuses ou nous voulons des réparations financières. On veut juste une reconnaissance. Mais le président de la République l'a dit depuis son élection en 2019. Et ça, c'est une position forte qui est celle de refuser les excuses. Parce que les excuses, ça veut dire, c'est pardonner le colonialisme. Et le colonialisme ne se pardonne pas. On ne peut pas se substituer à tous les morts pour dire aujourd'hui, voilà, nous pouvons... Donc c'est la position de la Chambre haute du Sénat est une position honorable qui remet les pendules à l'heure. Mais cette position a été la position du président de la République dès son élection en 2019. Il n'a jamais parlé de demande financière, il n'a jamais parlé de rétribution financière. Il a toujours dit nous voulons uniquement une reconnaissance des crimes qui ont été commis en Algérie, des crimes de guerre qui ont été commis. Il n'a jamais parlé d'argent. On n'a pas besoin de l'argent. Le sang ne s'achète pas, la dignité ne s'achète pas, ce qui a été fait ne s'achète pas. Ce n'est pas une question, encore une fois, pécuniaire. On n'a pas besoin de ce pognon-là. On a besoin que les choses soient écrites, que ce soit écrit dans les livres d'histoire, qu'il y ait une traçabilité dans les livres d'histoire qui prouve comme quoi il y a eu des crimes coloniaux qui ont été faits et que l'Algérie en est sortie vainqueur. Point à la ligne. Pas plus. L'Algérie et son histoire n'est pas à vendre. Parce que peu importe le montant, elle ne sera jamais à vendre. L'objectif de cette loi, rapidement, Nouhed, c'est justement de rompre l'idée avec de la repentance. Parce que la partie française évoque la question de la repentance. Il ne s'agit pas de repentance. Dans la loi qui a été votée le 9 mars 2026 par le Parlement algérien, il est dit que l'État algérien utilisera tous les moyens juridiques pour obtenir une reconnaissance officielle du passé colonial. Et ce qui est important, c'est que cette loi précise qu'il s'agit d'un crime d'État. On évoque rapidement les exécutions massives, la torture, le pillage de ressources, etc. Et surtout les explosions nucléaires dans le sud d'Algérie. Très bien, messieurs. Alors, on va continuer, si vous le voulez bien, à parler de ce discours de haine que subissent les Algériens en France et de ces attaques à répétition envers des Français d'origine algérienne candidats aux élections municipales. Et se joint justement à nous depuis Paris, M. Ahmed Barrahal, syndicaliste et soutien LFI. Bonsoir. Bonsoir à vous, merci pour l'invitation. Merci à vous d'être avec nous ce soir. Alors, vous êtes d'origine algérienne, Ahmed Barrahal, et en raison de vos origines, vous avez vous aussi été attaqué et discrédité par l'extrême droite. Pas que. Oui, c'est pas ça. Moi,
suis d'origine algérienne, je suis arrivé en France il y a 48 ans avec mes parents ici. Et le fait d'être syndicaliste, c'est de soutenir les LFI et se battre pour tout ce qui se passe en France, soutenir la Palestine, être contre Israël par rapport à tous ces bombardements, toutes les personnes qu'elle tue. Aujourd'hui, on est ciblé par les racistes. Ces gens d'extrême droite, ces fachos qui nous aiment pas tout simplement parce que on défend les droits des gens, on est des Algériens et ça passe pas à leurs yeux. Et justement, il s'avère que le Marzan est également impliqué dans ces attaques à votre encontre. Le régime du Marzan aurait donc eu une influence sur cette extrême droite française, notamment lorsqu'il s'agit donc de cette campagne anti-algérienne. Oui, bien sûr, il y a ça aussi. Le fait que je défends aussi quand on parle de la question sur le Polisario, ça leur plaît pas. Et moi, comme je dis, on est Algériens, on est là pour soutenir notre pays. Et quoi qu'il arrive, nous, on se fait attaquer, que ce soit par l'extrême droite ou par certaines personnes venant du Maroc, comme cette personne-là, qui m'attaquent sur les réseaux sociaux parce que j'ai pris la défense et j'ai pris le parti pour le Polisario. Et ça leur plaît pas. Parce que tout simplement, parce que peut-être que nous, les Algériens, on dérange beaucoup et parce qu'on ne se laisse pas faire. On a le nez, et le nez, nous, on n'est pas nés pour marcher la tête basse et on a toujours la tête haute et c'est pour ça qu'on se bat aujourd'hui. Vous vous sentez stigmatisé aujourd'hui par rapport à vos origines? Oui, bien sûr. En plus, le fait qu'on fait de la politique, ça, on est encore plus stigmatisé. Voir un Algérien faire de la politique, voir un Algérien faire du syndicalisme et se battre parce que moi, je suis quand même connu syndicalement. Je me suis battu pour les retraites, on a fait 2 mois de grève, on a essayé de me licencier. Voilà, et tout ça, ça plaît pas aux racistes, parce que voir des Algériens se battre pour des droits des travailleurs, défendre les droits des femmes, et ça plaît pas à ces racistes-là. Et nous, comme on dit, ils peuvent pas nous aimer, nous, on s'en fout d'eux. Nous, on continue notre vie, nous, ce qu'on dit aux fachos et aux racistes, restez sur le côté, nous, on avance, on est là pour défendre les droits des travailleurs avant tout. Mahdi Ghazar, ce que vient de dire Ahmed Barahal, ça vous parle? Bien sûr que ça me parle. Je pense que c'est quelque chose que nous vivons tous à l'étranger et plus particulièrement en France. On est visé parce que l'Algérien, encore une fois, dit tout haut ce que les gens pensent tout bas et qu'on n'arrive pas à faire les hypocrites. Nous ne sommes pas des hypocrites et on continuera à défendre nos valeurs. Quand on défend la Palestine en France, tu sais, la liberté d'expression, quand je l'ai si bien dit tout à l'heure, la liberté d'expression à géométrie variable, en France, elle est très importante. Et il ne faut pas se mentir par rapport à ça. Quand tu ne vas pas dans la lignée des médias mainstream, tu es blacklisté, tu es catalogué comme quoi tu es ou un antisémite ou un raciste, alors que toi, justement, tu combats toute forme de discrimination et de racisme. Donc voilà, maintenant, si tu as le combo, alors pour monsieur, c'est puisque moi je connais un peu le système en France, si tu as le combo de soutien de LFI, musulman, algérien, et en plus, la cerise sur le gâteau, il va sourire, il travaille à la RATP, alors là, lui, il a gagné à l'euro-million là-bas avec les fachos enfin, avec l'ensemble des fachos et l'extrême droite. Donc je peux vous dire que c'est très, très, très difficile. Et très fatigant aussi, ça épuise moralement de combattre tout ça, mais bon, il l'a si bien dit, on restera debout, on n'a pas le dos courbé, on a le dos droit, on restera debout et fier comme n'importe quel Algérien et Algérienne. Enfin. Mais ça souligne aussi des incohérences, parce que cette attaque contre M. Barahal ne sera pas la première ni la dernière. Et Mahdi a rappelé aussi, entre guillemets, l'état de personnes qui peuvent être attaquées parce qu'ils sont pro-palestiniens, parce qu'ils sont algériens, parce qu'ils sont musulmans, parce qu'ils sont arabes. Lui, il a le complet. Il a tout. En plus, RATP. RATP, etc. Syndicaliste. Syndicaliste à la RATP. Vraiment, lui. En plus, elle a vu la française. Ah, il a bien cherché. Parce qu'il il faut l'aider. La France insoumise, qui est un parti aussi attaqué en raison de ses positions défendant le droit des Palestiniens. Maintenant, on veut classer ce parti, bon, bien sûr, l'extrême droite comme parti antisémite, etc. Mais bien sûr, on sait que c'est de la littérature. Mais il y a quand même un plan utilisant les moyens numériques pour s'attaquer aux candidats d'origine algérienne. C'est le cas des municipales, ça sera le cas des prochaines élections prévues en France. Et Monsieur Barahal, un dernier mot peut-être sur ces élections municipales. Oui, bien sûr que nous, le fait qu'on est, comme il dit, on est syndicalistes, on est avec la LFI est quand même qui a beaucoup soutenu la Palestine. Et ça passe peu de tous ces médias, tous ces BFM ou CNews. Nous, ce que j'ai à dire, c'est que nous, nos parents sont venus en France, ils ont travaillé dur ici, on leur a pas donné droit à la parole. Nous, on a étudié, on est devenus syndicalistes, on est là aujourd'hui, on va pas lâcher, on est là pour défendre
toutes les causes, que ce soit les travailleurs, la Palestine, nous, ce qu'on dit aux fachos, aux racistes, fermez vos bouches une fois pour toutes. Nous, on est là et on va défendre les travailleurs. S'ils ne sont pas contents, nous, excusez-moi du terme, on les emmerde, mais en tout cas, on ne va rien lâcher. Tout ça, ça les RATP, on ne lâche pas. Comme j'ai un truc, vive l'Algérie, l'Algérie, on l'aime, que ça déplaise à toute la planète. Nous, on est né avec un drapeau algérien et on va rester avec un drapeau algérien grâce à nos frères qui l'ont gagné. Merci Ahmed Barahal, merci Bravo, d'avoir été merci. avec nous. Merci à vous. Merci encore une fois. Nouhed, moi j'aimerais juste revenir sur ce que j'ai qualifié le quartet. On l'a évoqué ici depuis quelques temps déjà sur ce plateau, et parfois on a été critiqué, mais on est peut-être été dans la prospective, puisque aujourd'hui on a véritablement et d'une manière factuelle l'illustration de ce que c'est une alliance parfois contre nature, puisque quand vous voyez le Merzen et l'extrême droite, sauf qu'aujourd'hui vous avez le Merzen et l'extrême droite, vous avez les Émirats et notamment l'entité sioniste. Donc un combo de plusieurs ingrédients explosifs qui démontre quoi? Et j'aimerais rapidement juste souligner ce concept-là. Aujourd'hui, ce qu'on est en train de vivre par rapport à ce type de jalon qui sont les élections municipales qui ont un enjeu important et à qui il avait évoqué tout à l'heure, s'attaquer à tout ce qui est algérien ou représente l'Algérie, c'est quoi? C'est en toile de fond une bataille de souveraineté symbolique au sein de la diaspora. C'est-à-dire s'attaquer à tout ce qui représente l'Algérie ou l'Algérien positivement pour justement gagner des dividendes favorables aux Marocains et aux Merzen. Donc le Merzen, quelque part aujourd'hui, externalise sa rivalité avec Alger au sein de la diaspora au sens large, c'est-à-dire la diaspora qui existe en France, qu'elle soit africaine, maghrébine ou autre. Donc il essaye de déconstruire l'image de l'Algérien au profit, en tout cas, c'est mal connaître l'Algérien, il a évoqué Ahmed tout à l'heure, c'est mal connaître l'Algérien, au profit du Maroc. Encore une fois, c'est peine perdue. Très bien, merci messieurs, merci. On passe tout de suite à la dernière partie de l'émission. Et on revient, mesdames et messieurs, pour une dernière partie d'Hebdo Show Algérie. Place tout de suite à DZ Showtime. Et pour cette partie, mesdames et messieurs, on va parler musique et plus exactement de Hadra et Diwan. C'est avec vous, Felaï Laïli, bonsoir. Bonsoir Nouhed. Donc ce soir, nous avons avec nous Monsieur Mohamed Reda Boudber, qui est chanteur originaire de Constantine, connu pour le Malouf et la musique Aïssaoui, et notamment directeur artistique du spectacle Hadra ou Diwan. Monsieur Boudber, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation à Hebdo Show. Merci beaucoup pour l'invitation. J'en ai un programme de Hadra Diwan, Hadra Diwan, c'est un plateau qu'on fait la musique Sofi, la musique Malouf et la musique Diwan et la musique Fqiras. Oui. Et demain, demain soir, à l'Opéra d'Alger, vous allez présenter ce spectacle que vous avez déjà proposé lors de la cérémonie d'ouverture de la 13e, ou bien du 13e Festival international du Malouf à Constantine. Oui. Demain, j'en ai un plateau. 2025. Demain, j'en ai un plateau qui s'appelle Hadra Diwan. C'est un plateau pour l'île 27. C'est un plateau un peu exceptionnel. Parce que j'ai fait Gouel qui parle de la musique, Sophie, parce qu'on parle de Zawiya, de la musique de Zawiya, d'Aïssawa, le Gnawa et le Fqiras. Le Fqiras, oui. Oui. C'est des chanteuses de l'Est algérien. Oui, des enfants féminins, notamment dans la région d'Annaba, Sougaras, de tout. Oui, et aussi ce spectacle a été également présenté durant ce mois sacré au Théâtre National Mahidine Bachtarzi, aussi au Théâtre Régional Mohamed Tahar Fergani à Constantine et à la salle Ahmed Bey à Constantine. Donc, Monsieur Boudber, parlez-nous de cette idée de mélanger en un seul spectacle le Hadra, l'Aïssawa et le Fqirat. Ce spectacle, j'ai préparé à peu près il y a 5 ans. Et j'ai fait la musique et les paroles, parce que toutes les paroles, c'est moi qui j'ai fait les paroles. Et j'ai ramené un Gouel qui parle de la musique
qu'il parle le temps passé, qu'il parle de sophisme, qu'il parle à peu près pour voir les gens, la musique de Issaoua, comment ça vient. Parce que j'ai mis la fusion, maintenant j'ai mis la fusion. J'ai ramené par exemple le bassiste, un batteur, guitariste, des musiciens qui... Vous avez intégré d'autres instruments. Oui, des instruments. Parce que l'Issaoua, généralement, c'est avec des percussions. Bender, oui. Mais maintenant, quand tu regardes l'Issaoua, c'est un pianiste qui play piano, guitare, basse. C'est une sorte de modernisation. Oui, modernisation de la musique. Oui, et vous avez déjà représenté l'Algérie, la musique algérienne à l'étranger, en France, en Angleterre, aussi dans plusieurs festivals internationaux. Donc, qu'est-ce que cela signifie pour vous de représenter le patrimoine culturel musical algérien? Le patrimoine, moi, j'ai fait des spectacles, par exemple, à Londres, à Paris, à Canada, pour voir les gens, la musique algérienne, c'est une musique universelle. C'est pas une musique juste pour Zawiya ou là. C'est une musique universelle. C'est ça le but de notre plateau, pour voir. C'est une manière de faire connaître ce patrimoine musical très riche, etc. Parce que M. Boudbar, vous avez été dans la musique soufie, la musique Aïssawa. Aïssawa, c'est la musique soufie, c'est les trans, etc., le hadra, etc. Et le fait de mélanger le Aïssawa, donc cette forme de musique et d'expression qui est également bâtie sur la parole, sur la poésie, avec donc la musique malouf, qui est une musique savante, c'est une musique spirituelle aussi. C'est vraiment du jamais vu, parce que c'est la première fois qu'on a ce genre de spectacle en Algérie. Même pour le Gnawa, c'est quelque chose de magnifique. Le Fkhairat, parce que le Fkhairat, il y a des années qu'il... C'est bon, pas, la musique, c'est fini. Est-ce que c'est vous qui écrivez les paroles, hein? J'en ai à peu près 90%, c'est les paroles. Ouais. Parce que les Fkhairat, c'est des chanteuses, donc c'est des ensembles féminins. Et en Algérie, c'est Boudbar, on a plusieurs ensembles. On a l'ensemble de Fkhairat dans la région d'Annaba, on a les Msam'iyat à la région d'Alger, on a le Meddahat à Wahran, on a les Zefaniyat dans la région de Béchar, dans le sud-ouest, et aussi dans la région de Kabylie, aussi il y a les chants ashwir qui sont faits, exprimés par les femmes. Et ce spectacle, je vais poser des questions peut-être à la place de Filla, ce spectacle, est-ce qu'il va être aussi présenté après le Ramadan dans d'autres villes? Inch'Allah, on va voir, parce que c'est pas facile. Vous avez 50 musiciens sur scène. Oui. Et pour travailler, c'est pas facile. Mais on espère, après Ramadan, on fait un festival de la musique Layali Hadra ou Diwan. Inch'Allah. Oui. Vous avez des chorégraphes avec vous, des danseurs dans le spectacle? Oui, j'en ai des chorégraphies, j'en ai à peu près 10 personnes. Ouais. C'est un spectacle assez complet. Oui. Et toujours, Faisal, dans le cadre des soirées ramadanesques, le Théâtre national algérien Mahdine Bachtarzi a accueilli jeudi dernier le spectacle, une comédie musicale qui est Khatem Dzaïr, réalisée par l'association culturelle Ahl el-Fen. Ahl el-Fen qui est connue pour ses productions artistiques qui mettent en valeur le patrimoine culturel algérien. Faisal, vous étiez présent lors de la représentation. Oui, ce spectacle de Khatem Dzaïr ressemble un peu au spectacle de Hadra ou Diwan de notre ami Mohamed Rida Boudber. C'est un spectacle où on voyage à travers l'Algérie. C'est un spectacle qui est bâti sur un poème très connu, Ashaq Houchab el-Harraz, qui est célébré par le Chabi, la musique Chabi, etc. Et donc ça permet à celui qui assiste, il y a aussi beaucoup d'artistes sur scène, c'est Boudber, il y a des chanteurs, il y a des danseurs, il y a des costumes, on a fait attention aux costumes parce que maintenant il faut aussi célébrer le patrimoine vestimentaire algérien. Et vous savez que le costume traditionnel, le costume féminin de l'Est algérien a été classé dans la liste représentative du patrimoine universel de l'UNESCO. L'Algérie est un pays qui a encore d'autres éléments du patrimoine à classer. Donc ce spectacle, d'abord élaboré par l'association Ahl el-Fen avec Madame Nassine Bourahla, qu'on salue, parce que le spectacle, les revenus du spectacle, cette association a aidé aussi les malades. Et je pense que vous-même aussi, vous avez fait le spectacle de Constantine en faveur d'une association. Oui, on a fait un spectacle
pour tout l'argent qu'on donne pour l'association. Ouais. C'est joindre l'utile à l'agréable, joindre aussi l'art, aussi à la solidarité. Bravo, Sib Boudbar. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. Merci Reda Boudbar d'avoir été avec nous, d'avoir Merci, répondu madame. aux questions de Fla Elaï et de Faisal Matawi. Merci encore une fois. Mesdames et messieurs, on arrive à la fin de ce numéro d'Hebdo Show Algérie. Merci de nous avoir prêté attention. Merci à tous d'avoir été là ce soir. Je vous donne rendez-vous après l'Aïd, mesdames et messieurs. Donc je vous dis Haïdkom. À bientôt. We'll be right back.